Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce comité plénier de la ville de Sherbrooke. Nous sommes à la séance numéro 24 du 15 octobre. Il est présentement 16h42, désolé pour le petit retard. Et nous sommes en direct de la salle 316 de l'hôtel de ville. Je déclare la séance ouverte et je propose l'adoption de l'ordre du jour comme il l'est. Est-ce qu'il y avait un changement ou ça pouvait être adopté tel quel? Merci. Et nous passons au point lecture et adoption du procès verbal numéro 23 du 1er octobre 2024. Y avait-il des correctifs à faire ou est-ce que c'était correct? Merci. Et nous passons maintenant au point le rapport verbal public de la mairie. Madame la mairesse. Merci, Monsieur le Président. Donc, la semaine dernière, il y a eu sur le territoire de la ville de Sherbrooke le congrès de l'Association des professionnels en développement économique du Québec. Vous en avez peut-être entendu parler parce que les gens de nos équipes à la ville ont travaillé très fort pour accueillir ce congrès-là. Je pense que c'était un beau symbole, c'était une belle opportunité à saisir. Le congrès était sous le thème de l'équation de la prospérité, donc c'était de voir comment faire travailler ensemble le savoir, l'innovation et les écosystèmes pour assurer un développement économique prospère. Et on a eu plusieurs personnes à la ville, bon, les équipes de notre directeur, M. Cadieux, qui ont travaillé très fort, mais on a eu aussi le directeur général de la ville de Sherbrooke qui a participé à un panel sur les écosystèmes, j'imagine, en développement économique. Même chose de mon côté aussi, j'ai pu participer à un panel avec des gens de l'Université de Sherbrooke, du C2MI, des gens des SADC et de Économie Estrie. Donc, ça a été vraiment très intéressant. En fait, j'étais un peu jalouse des participants là, qui ont pu participer à une foule de conférences extrêmement instructives. Donc, j'espère qu'on va continuer à saisir ces opportunités-là parce que c'est sûr que c'est beaucoup de travail, mais je pense que ça contribue vraiment à faire rayonner Sherbrooke dans ses bons coups. On ne parle pas dans les médias uniquement de ce qui va bien à Sherbrooke, mais je pense que ça vaut la peine aussi de communiquer là-dessus et accueillir un événement comme celui-là. Ça fait partie des différentes stratégies qui nous permettent de faire rayonner les différentes initiatives de nos équipes et de nos partenaires. Alors, bravo, évidemment, à tout le monde qui a pu s'impliquer là-dedans. Je vais inviter d'ailleurs notre DG et le directeur du développement économique à bien faire circuler le mot auprès de toutes les personnes qui ont rendu cela possible. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame la mairesse. Nous passons donc au point 5, les questions et commentaires sur les agendas de la semaine ou de la semaine prochaine. Est-ce qu'il y avait des points de précision? Madame Lefebvre, on parle de quel point? Oui, alors il y a 2 semaines, on a eu un dossier qui nous a été amené au sujet des pump trucks. J'avais proposé un amendement. Finalement, on a reporté le dossier et il revient dans le même état aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu insultant quand même. Parce que il a été retiré, c'est officiel? En fait, je vais la laisser terminer au moins. OK, parce qu'en plus, on a parti un sondage. Donc là, il faut quand même attendre un minimum les résultats. On a parlé de consultation des parties prenantes. Il faut aussi attendre le résultat. Donc là, moi, je n'ai pas eu l'information que ça avait été officiellement retiré. C'est officiel? Encore. Alors, si vous avez fini votre question, je peux apporter le point de précision. Oui. Désolé Merci. que vous soyez senti insulté, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on retire un point à l'ordre du jour, là, souvent il est ramené automatiquement, à moins que quelqu'un ait demandé une date. Oui, ça j'ai bien compris. Alors, vu qu'il a été retiré et que pendant ce temps, la machine s'est mise à travailler, il y a des consultations qui ont été faites, il y a des consultations qui vont être faites encore, mais qu'on ne pouvait pas, on n'a pas siégé entre le moment là où il a été retiré et maintenant. Donc, on fait juste suivre la procédure, on va arriver au point. On va le retirer. On va le retirer encore. Exactement. Mais en fait, pas au point, pardon, à l'ordre du jour, je voulais dire. Donc, on va pouvoir le retirer et laisser donc les choses suivre son cours. Et oui, vous avez raison. Il ne faut pas leur ramener un dossier tel quel. Donc, en ce moment, il est en train d'être travaillé et des rencontres sont en train de faire en parallèle. Et donc, est-ce qu'on peut faire comme avec un autre dossier que je n'aimerais pas, où on va mettre une date ou quelque chose pour s'assurer que ça ne revienne pas juste dans 2 semaines puis que ce soit pris avec un délai? Le moment, il n'y a pas vraiment de dossier dans cette situation-là. Oui?
Si vous voulez plus d'informations, on a reçu un courriel de M. Gaétan Drouin la semaine dernière. M. Drouin est absent aussi cette semaine. Rappelons-nous que les parcs, c'est un peu sous sa gouverne à la ville. Donc, c'est lui qui nous a demandé est-ce que c'est correct si on prend un peu plus de temps. Et il l'a envoyé par courriel avec le suivi là, du dossier. Donc, je pense que c'est là que vous pouvez trouver un maximum d'informations. Et effectivement, c'est prévu qu'il revienne le 5 novembre. À moins que vous vouliez que ça revienne plus tard. Là, mais pour l'instant, c'est prévu que ça revienne le 5 novembre selon la proposition des services. OK, bien c'est ça. Moi, je ne sais pas la date qui... Bien, c'est mentionné dans le courriel, mais regardez, j'ai pas reçu ce courriel-là, moi. Moi, j'échappe 1 million de courriels par jour. Je ne pourrais jamais reprocher à quelqu'un d'en avoir échappé un. Non, mais je regarde à... Bien, peut-être que je peux demander à la direction générale de vous le renvoyer. C'est ça. Okay. Mais je tiens juste à dire que, dans le fond, ça partait d'une bonne intention, mais on va appliquer la procédure pour pouvoir le retirer au moment de l'ordre du jour, comme c'était prévu. Maître Sévigné. Monsieur Sévigné, s'il vous plaît. Merci. En fait, c'était transmis par Mme Bourgard, de la part de M. Drouin, jeudi à 14h12. Donc, vous devriez l'avoir. Si vous ne l'avez pas dans votre courriel, je vais vous le retransmettre. Parfait, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur les agendas de la semaine ou de la semaine prochaine? Merci, chers membres. Et nous allons donc passer au point suivant, qui est... laissez-moi voir ça ici, les dossiers d'analyse en cheminement. Donc, le service du greffe qui va venir nous parler de la demande d'orientation quant à la possibilité de permettre, par règlement, la double candidature pour la prochaine élection générale en 2025. Maître Martel. Oui, donc merci, Monsieur le Président. À la demande du comité exécutif, j'ai préparé le sommaire décisionnel que vous avez devant vous, donc d'analyser la possibilité d'adopter un règlement pour permettre la double candidature pour la prochaine élection. Donc, c'est en vertu de l'article 146 de la Loi sur les élections et les référendums. Une ville peut adopter un tel règlement qui permet effectivement un candidat au poste de maire d'un parti autorisé d'également poser sa candidature conjointement avec un autre candidat du même parti, qu'on appelle son colistier, au poste de conseiller d'un seul district électoral. Donc, suite à notre recherche, on a constaté que les villes de Montréal et de Québec avaient un tel règlement. C'est un règlement très simple qui, normalement, est constitué de 1 ou 2 articles. Dans le cas de la ville de Sherbrooke, qui serait constitué de 2 articles concernant les arrondissements, donc les conseillers d'arrondissement, donc les conseillers de Lennoxville ne pourraient pas être colistiers en principe en vertu d'un tel règlement. Donc, vous avez dans la section analyse et solutions, là, le règlement est déjà, si ça vous intéresse, rédigé en 2 articles. Donc, les prochaines étapes, dans la mesure où vous décidez d'aller de l'avant, ça serait d'adopter une résolution pour nous mandater pour préparer le règlement. On donnerait un avis de motion du règlement et on déposerait un projet de règlement. Vous adopteriez le règlement. Il y aurait entrée en vigueur du règlement par sa publication sur le site Web de la Ville. Et finalement, on transmettrait copie du certifié du règlement le plus tôt possible au directeur général des élections du Québec. Donc, c'est aussi simple que cela. Merci beaucoup. Alors, période de questions sur le sujet. J'ai eu juste une question. Oui, Mme Baudin? Je voulais savoir, en fait, depuis quand le gouvernement permet le concept de colistier au municipal. Je ne sais pas si vous pouvez aussi expliquer pourquoi c'est un concept qu'on permet au municipal, mais qui n'existe pas au niveau provincial, fédéral. Oui. Et à quel moment les autres villes qui se sont prévalues de ce droit-là l'ont fait? C'est 3 grosses questions. Oui, je vais essayer de répondre à ce que je peux. Quand je regarde l'article 146 de la Loi sur les élections et référendums, sa première version remonte à 87. Ça a été modifié en 90, 97 et 2001. Donc, dans sa forme actuelle, cet article-là, sa dernière version, c'est 2001. Pourquoi? C'est pas une chose qui est permise à l'Assemblée nationale, je l'ignore. Ça, honnêtement, je ne peux pas vous le dire. Je n'ai pas analysé. Je pourrais faire un résumé d'abord pour le public. Je vous laisse aller là-dessus.
Ville de Québec, Montréal, je n'ai pas la date, mais j'ai oublié de vous dire que Gatineau, lui, vient d'adopter son règlement à cet effet-là le 16 avril dernier. Là, je vous le mentionnais dans mon sommaire décisionnel. Donc, il y a 3 villes qu'on a répertoriées au Québec qui l'auraient. 2005, Montréal, 2009, Québec. Et 2024, Gatineau. Exact. D'accord. Ben, peut-être juste pour... je peux tenter une réponse par rapport au niveau provincial et fédéral. En fait, c'est que le mode de scrutin est différent au niveau provincial et fédéral. Les gens votent pour un député, donc ils ne votent pas pour un premier ministre, ils votent pour un député. Ça peut arriver qu'ils votent pour le premier ministre si ce premier ministre-là se présente pour être député dans un comté. Tandis que nous, au municipal, quand on est maire ou mairesse, on n'est pas conseiller et conseillère municipale en même temps. On est uniquement maire et mairesse. Les gens remarquent cette différence-là lorsque vient le temps de voter au municipal et qu'ils reçoivent 2 ou 3 bulletins de vote, même dans le cas de Lennoxville. Alors, ils ont l'opportunité de voter pour le maire ou la mairesse. Ce qui fait en sorte que les personnes qui ne sont pas élues comme maire ou mairesse se retrouvent à ne plus siéger à l'hôtel de ville, alors qu'au provincial ou au fédéral, quand quelqu'un se présente, il peut être élu dans son comté, mais va devenir, par exemple, chef de l'opposition. Donc, c'est la raison pour laquelle le concept, c'est pas qu'il n'est pas permis, c'est qu'il n'existe pas au niveau provincial et fédéral, et c'est la raison pour laquelle il existe au niveau municipal, si les gens veulent l'instaurer. Fait que ça, c'était juste des précisions. Je vais laisser les gens discuter, puis je verrai si je contribuerai. Merci. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres interventions sur le dossier? Pour la petite histoire, genre juste pour faire le petit parallèle avec Québec, en 85, c'était le grand retour de M. Bourassa, qui avait gagné une très large majorité, mais avait été battu dans son comté. Là. Donc, c'est un peu ce que vous expliquiez tantôt, de dire que à Québec, c'est différent, parce que dans ce cas-là, un député doit démissionner pour laisser la place à son leader de parti pour pouvoir qu'il siège et puis qu'il occupe son poste de Premier ministre. Là. Mais bon, ça, c'était la petite anecdote. Donc, les gens interviennent. Madame Lou, allez-y. Moi, je trouvais que c'était intéressant. Moi, je ne connaissais pas le concept de colistier, puis je suis allée lire c'était quoi. Puis finalement, j'ai compris derrière ça, l'objectif derrière ça, justement, c'est par rapport à la démocratie, dans le sens où, surtout, ça s'applique beaucoup, surtout aujourd'hui, où on se pose des questions là, par rapport à la rétention, justement, des gens qui se présentent en politique, de vouloir continuer. Ou, on a eu plus de 10% des gens qui ont quitté dans ce mandat-ci dans le monde municipal. Fait que c'est sûr que c'est quand même actuel. De réfléchir à ça, admettons, pour les gens qui acquièrent l'expérience politique. Et puis, là, on puisse éventuellement, justement, si la personne n'est pas élue dans un autre poste, mais qu'il puisse quand même, s'il est élu dans son district, qu'il puisse quand même rester autour de la table pour pas qu'on perde de l'expérience, de l'expertise autour de la table. Fait que j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. C'est sûr qu'à principe, quand j'ai entendu la première fois, j'étais comme, OK, c'est quand même spécial dans la théorie. Mais après, quand j'ai compris les principes derrière ça par rapport à la démocratie, j'ai trouvé que c'était quand même intéressant. Puis je pense que c'est un objet à débattre, à discuter. Merci. Alors, j'ai Mme Robichaud suivie de Mme Berthold. Oui, bien, en fait, je ne sais pas si on faisait juste discuter ou si on disait qu'est-ce qu'il en était là, de notre point de vue, parce que vous demandez une orientation, là, fait que je vais y aller comme suit. En fait, moi, je suis une fervente indépendante, là, fait que c'est sûr que ça, c'est un truc plus en faveur des partis, on va dire ça comme ça. Moi, je pense qu'il faut avoir l'audace, quand on met notre face sur la pancarte, de décider si on est indépendant ou dans un parti, puis ça vient avec. Donc, si on se présente puis qu'on ne gagne pas au poste qu'on désirait postuler, c'est que les gens n'ont pas voté pour nous.
Moi, je vois ça comme ça, là. Donc, je ne verrais pas pourquoi qu'on irait siéger sur un autre poste. Fait qu'en tout cas, bref, moi, je suis pas en faveur de ce changement de règlement-là là, pour Sherbrooke. Donc, ça sera mon opinion là, en lien avec l'orientation. Merci beaucoup, Mme Robichaud, c'est noté. Mme Berthold? On parle de démocratie. Je pense que c'est antidémocratique de faire ça, du fait que ça s'adresse uniquement aux partis politiques et non aux personnes indépendantes ou indépendants. Donc, c'est une façon de favoriser le fait que si c'est plus facile, si tu t'en vas à la mairie, tu ne gagnes pas, tu t'en vas conseiller, tandis que les autres indépendants, ben, eux, nous, ça nous prend le courage de tout abandonner pour aller à la mairie puis dire, ben, je perds ou je gagne. Et la politique, c'est ça. Tu perds ou tu gagnes. Au provincial, quand un chef ne fait plus l'affaire, ben, il démissionne, puis il ne s'en va pas bumper quelqu'un d'autre. C'est fini, voilà, puis on en arrive là. Alors, c'est ce que je trouve qui n'est pas équitable du tout. Et dans mon livre à moi, c'est antidémocratique, c'est de favoriser les partis politiques. Alors que pour le moment, à Sherbrooke, on n'est pas dans cette position-là. Un avenir X, Y, Z, on verra. Mais pour ce qui est de maintenant, c'est non. Merci. Merci beaucoup, Mme Berthold. Juste parce que c'est une question quand même qui a été posée plusieurs fois verbalement et sur le CSP. Pour ceux qui se demanderaient pourquoi est-ce que c'est une mesure qui vient justement s'appliquer aux partis politiques et pas à un élu indépendant et tout ça, je sais que c'est une question qui peut être très basique là, pour les gens qui s'intéressent à la politique, mais pour le grand public, qu'est-ce que vous pourriez dire, Monsieur le greffier? Je peux vous dire le contenu du texte de l'article 146, mais à part de ça, je ne commenterai pas. Non, en fait, ce n'est pas un commentaire que je cherche. J'essaye de savoir comment est-ce que le législateur s'est positionné, pourquoi est-ce qu'il a favorisé un groupe ou un autre, ou si on peut appeler ça. Il faudrait aller voir honnêtement les débats parlementaires ou les notes explicatives au début du projet de loi qui a amené la disposition. Honnêtement, je ne les ai pas révisées. Parfait. Madame Godbout? Oui. En fait, c'est encore une mesure qui favorise les partis politiques ou municipales. C'est dommage. On se rappellera dans le mandat précédent que Mme Baudin, qui était la seule représentante de Sherbrooke Citoyen, avait droit à 300 000 par année, alors qu'elle était une simple conseillère municipale. Ça crée une iniquité clairement autour de la table d'avoir une conseillère municipale qui a 2 employés à temps plein. Pour elle, c'est disproportionné, c'est démesuré, c'est inéquitable. Donc, c'est dans cette même vision-là, en fait, on essaie de mettre toutes les mesures qui existent pour favoriser un parti politique municipal. Nous sommes 15, puis je pense que, comme indépendant, vous le voyez, là, qu'effectivement, on est capable de travailler en équipe. Donc, je pense que c'est ça qu'il faut favoriser autour de la table, c'est de travailler en équipe. Merci, Mme Godbout. Y avait-il une clarification ou pas? OK. Monsieur Jacques. Je pense qu'on a encore devant nous ici un très bel exemple d'iniquité entre élus indépendants et membres d'un parti politique. En fait, ce qu'on nous demande de faire, c'est de permettre à un élu candidat d'un parti politique de protéger son job alors qu'un candidat indépendant devrait, lui ou elle, risquer le tout pour le tout. J'ai entendu souvent ici des collègues soulever les bienfaits du courage politique. Alors, je pense qu'une campagne électorale est une excellente occasion de le démontrer. D'ailleurs, Mme la mairesse l'a fait lors de la dernière campagne électorale. Elle a eu le courage de mettre son siège en jeu. Alors, je ne vois pas pourquoi ce serait différent en 2025. Alors, pour moi, c'est non. Merci beaucoup, M. Jacques. OK. Mme Laroche, suivie de Mme Lefebvre. Oui, bien, je suis un peu triste que ça crée ce genre de discussion-là. Je pensais qu'on pourrait juste avoir une discussion. Moi, quand j'ai vu ça, honnêtement, je me suis dit, wow, qui va accepter de se présenter en sachant qu'il peut, après ça, s'en aller si la mairie... Moi, je trouvais que déjà, ça aussi, c'était un courage, que ce soit le parti politique. Je me suis posé la même question, pourquoi c'est juste les partis? J'imagine que c'est juste la logistique, parce que je veux juste rementionner que c'est le provincial qui a mis cette loi-là, que c'est pour les partis. Après ça, on peut dire, ben c'est injuste et tout ça, là, mais je voudrais juste pas qu'on tombe dans les accusations ici de favoritisme et tout. Je pense qu'on est capable de faire ce débat-là. Moi, je trouve que c'est une mesure
mesure qui est vraiment particulière, puis que même à l'intérieur d'un parti politique, ça demanderait beaucoup de discussion parce que c'est quelque chose de très aussi courageux d'accepter de mettre sa face sur une pancarte en sachant qu'après ça, tu peux ne pas, même si tu es élu, devoir donner ton poste. Je ne suis pas certaine que je serais à l'aise avec ça, mais je trouvais intéressant d'ouvrir toutes les voies, de s'en parler de manière sereine pour se dire « Ah, c'est-tu quelque chose qui est intéressant? » Je comprends que pour ceux qui ne sont pas dans un parti en ce moment, ça semble moins intéressant, mais moi, je pense aussi qu'il y a un autre parti qui s'en vient. Moi, je ne le vois pas pour nécessairement les personnes qui sont en place aujourd'hui. Je me disais, est-ce que c'est un outil intéressant, oui ou non? Je n'ai même pas la réponse aujourd'hui, mais c'est pour ça que j'avais le goût qu'on en discute ensemble, qu'on voit ce que ça pouvait apporter comme avantage. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est les fois que ça s'est fait et tout, pourquoi le législateur a pensé à ça? Est-ce que ça peut favoriser des candidatures, des fois, de très... de niveau élevé ou qui ont... Je ne sais pas, j'essaie de comprendre pourquoi. Je ne suis pas certaine d'être convaincue, mais je trouve qu'on n'est pas amené le débat sur accusation indépendant versus parti. Là. Je pense qu'on peut s'en jaser. On a le droit de ne pas être d'accord, mais qu'au final, le parti, même le parti qui déciderait de faire ça, il devra le dire à ses électeurs. Puis ça aussi, c'est courageux parce qu'un parti qui déciderait de faire ça doit s'en prémunir et doit dire, bien, vous allez voter pour quelqu'un dans un district, puis ça se peut que ce ne soit pas cette personne-là qui vous représente, puis vous n'allez peut-être pas voter pour une personne à la mairie, mais ça se peut que vous vous retrouviez avec elle ou lui comme conseiller. Fait que, bref, moi, je n'ai pas de réponse aujourd'hui. Je suis vraiment ambivalente par rapport à ça, mais je ne voudrais pas qu'on mette ça noir et blanc. Je pense qu'il y a beaucoup de zones grises qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on aurait avantage à creuser pour la suite. Merci beaucoup, Mme Laroche. Mme Lefebvre. Oui, merci, Monsieur le Président. Bon, je ne répéterai pas qu'effectivement, il y a totalement une inéquité, puis qu'encore une fois, c'est les partis qui sont favorisés, alors que vous connaissez mon opinion sur les partis. Moi, je dis que si on remet en question ce principe du vote universel, alors ça veut dire aussi qu'on accepte d'appliquer le principe de la question de non-confiance et que le conseil municipal alors pourrait décider de faire un vote de confiance envers la mairie et dire c'est fini. Parce que c'est ça qui vient avec. Or, c'est pas comme ça que ça a été pensé par le législateur. Le législateur, il a décidé que les personnes votent pour la personne qui sera à la mairie uniquement. Et il y a plein d'autres pays où ça se fait, où il n'y a pas des premiers ministres et des présidences, etc. Et on vote pour la personne elle-même. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Puis moi, je trouve que c'est quand même un manque de respect envers la personne qui va mettre quand même sa face sur le poteau dans un certain district. C'est comme un peu un faire-valoir, puis on peut le bumper. C'est comme si ce que cette personne-là pourrait apporter, c'est pas si important finalement. Puis, et puis du coup, mais c'est aussi un manque de respect pour les personnes qui ont voté pour la personne. Ou alors, il faut revoir le mode de scrutin et éventuellement faire comme en Belgique, un pays que je connais quand même, où j'ai voté quand même plusieurs fois, où on a des têtes de liste, mais dans tous les sièges. Donc là, on le sait, si tu votes pour la tête de liste, c'est peut-être le candidat... tu ne mets pas de candidat préféré finalement. Et là, à ce moment-là, tu ne sais pas c'est qui le candidat qui va être là, mais tu sais que ça va être le candidat de ce parti-là. Mais c'est quand il n'y a que des partis et pas des indépendants. Donc moi, je pense que cette proposition-là, elle n'est pas adéquate dans le mode de scrutin qu'on a ici, dans comment ça a été réfléchi, et surtout pas équitable avec tout le monde. Donc pour moi, c'est non. Merci, Mme Lefebvre. J'avais plus personne dans ma liste. Oui, OK. Donc, Mme Bodin. Merci beaucoup. Bon, tout le monde sait que je ne suis pas concernée comme candidate aux élections pour cette question-là, mais je la trouve néanmoins très intéressante. Je suis d'accord avec ma collègue. Je pense que c'est un débat qui n'est pas facile, mais qui mérite d'être tenu. Donc, je remercie le président d'élection de nous avoir posé la question. Je souligne au passage qu'il y a des indépendants à Gatineau qui se sont prononcés favorablement au concept de colistier. Donc, ce n'est pas pour moi une question indépendant versus parti politique. C'est vraiment une question de démocratie. Et je dirais en fait que c'est surtout une question de quel type d'opposition on veut avoir dans le futur. Est-ce qu'on veut une opposition qui bénéficie d'une certaine expérience, qui connaît les dossiers depuis un certain nombre d'années? C'est le principal avantage, en fait, du concept de colistier. Ce n'est pas
du côté de la mairie, je pense, où on retire le maximum de bénéfices, mais vraiment du côté de l'opposition. Pour ceux qui ne l'avaient pas remarqué, le conseil municipal de Sherbrooke est quand même divisé entre deux points de vue sur la façon de faire de la politique, avec un parti politique ou sans parti politique. La raison pour laquelle le législateur n'a pas autorisé les doubles candidatures pour les candidats indépendants, c'est que là, le concept de candidat indépendant serait complètement tordu, là, parce qu'on l'oublie parfois, mais en théorie, personne d'autre ne peut représenter un indépendant que lui-même. Alors que quand on vote pour un parti politique, on vote plus que pour une personne, on vote pour un programme, on vote pour des idées. Donc, ce programme-là et ces idées-là peuvent être représentés par plus d'une personne. C'est la raison pour laquelle le législateur a autorisé les doubles candidatures uniquement pour les partis politiques. Ce que je trouve particulier dans ce débat-là, c'est qu'on remarque qu'ici, autour de la table, dans certains cas, on veut se coller à la loi et dans d'autres cas, on ne veut pas se coller à la loi. Ici, la loi indique qu'il pourrait y avoir des colistiers. Le gouvernement du Québec nous incite à adopter le principe de colistier. Mais dans le fond, on voit que tout ça, la question de se coller à la loi ou pas, ben, c'est plutôt une façon de faire de la politique. Puis moi, je ne suis pas particulièrement surprise de la tournure de la discussion, ce qui n'empêche pas que je trouve que ça valait la peine d'avoir cette discussion. Néanmoins, je pense que c'est la preuve, la tournure de cette discussion, c'est la preuve que la décision quant au fonctionnement de nos institutions démocratiques, ça doit se prendre à Québec. On ne peut pas avoir de démocratie à géométrie variable à travers le Québec. On est dans cette situation-là. Et tout comme ça nous fâche d'avoir à nous prononcer nous-mêmes sur la rémunération, bien, ça nous fâche d'avoir à se prononcer nous-mêmes sur le concept de colistier. Le gouvernement a dit, voici, c'est ça la loi, c'est seulement les partis politiques, mais finalement, on vous laisse débattre vous-même et là, on se retrouve à débattre entre indépendants et partis politiques, puis on retombe dans la même poutine qu'on vit à peu près à tous les jours. Donc moi, je pense que ça aura quand même valu la peine d'avoir cette discussion-là, mais je pense que ce qu'on devra retenir au final, une fois qu'on aura voté au prochain conseil municipal, c'est que les questions démocratiques, ça ne devrait pas faire l'objet de débats partisans. Merci, M. le Président. Merci, Mme la mairesse. Mme Dauphinet. Bien, moi, quand j'ai vu ça, je me suis demandé tout de suite, pourquoi une personne qui se sent prête à aller à la mairie, pourquoi elle tient absolument à se faire garantir son siège de conseiller? Moi, c'est ce que je ne comprends pas. Si tu es prêt pour aller à la mairie, tu vas tout donner dans ta campagne, pourquoi tu as besoin d'un prix de consolation de rester conseiller? Tu sais, tu es prêt à faire le saut ou tu ne l'es pas. Puis, oui, il y a des risques, mais c'est comme ça, puis c'est normal. En politique, on ne s'achète pas une job à vie. Il faut comprendre ça. À tous les 4 ans, notre emploi, notre poste revient en jeu. On le met en jeu. C'est les règles de la politique. On peut aimer ça, pas aimer ça, comme il y en a qui aiment les règles de l'entrepreneuriat, de la recherche, de l'enseignement. Il y a des choses qui conviennent à tout le monde. Quand on dit qu'il n'y a personne d'autre qu'un indépendant lui-même qui pourrait le représenter que lui-même, là, tu sais, ben, dans les congés de maternité, paternité, là, quand on demande d'avoir quelqu'un qui pourrait venir prendre notre place, ça veut dire que les indépendants dans ce futur-là ne pourront jamais profiter de ces mesures-là si elles voient le jour. Tu sais, il faut être cohérent à un moment donné dans ce qu'on demande. Puis, tu sais, quand on dit se coller à la loi, le gouvernement n'a pas fait une obligation. Il y a plein de domaines où le gouvernement il en a fait des obligations, un peu trop, à mon avis. Mais dans ce cas-ci, il dit, vous choisirez ensemble. Puis oui, on est capable de choisir ensemble, à savoir si on veut inclure ce processus-là, puis rentrer encore plus profondément dans la dynamique des partis. Mme Godbout l'a bien dit tout à l'heure, conseillère toute seule d'un parti, c'est le gros luxe, là, 2 personnes qui travaillent à temps plein pour toi. Je suis sûre qu'autour de la table, on aimerait tous ça, avoir ça.
Donc, vous voyez un petit peu vers où je m'en vais. Je vais juste regarder si j'oublie autre chose. Bon, Mme Lefebvre l'a bien dit, le respect pour le citoyen. Hein? Le citoyen, peut-être que le candidat ou la candidate à la mairie ne veut pas le voir, mais il aimerait bien avoir son remplaçant dans son district. Ces gens-là, là, ils ne savent pas pourquoi ils votent. Bien, ils savent un peu, mais pas précisément. Ça, moi, je ne suis vraiment pas à l'aise avec ça. Quand on parle de transparence, ça en fait partie. Fait que moi, je ne vois pas ce que ça ajoute comme avantage. On nous dit pour garder de l'expérience au conseil. Bien, moi, j'ai senti, puis je ne suis pas toute seule, que les conseillers d'expérience, on n'était pas très valorisés ou recherchés au sein, puis je vois qu'il y en a qui hochent la tête, au sein de ce nouveau conseil-là quand on est arrivé. Donc là, je trouve ça drôle que tout à coup, on nous ramène l'expérience, l'expertise. Et il me semble que j'avais un dernier commentaire. Oui, bien regardez, moi, j'en suis la preuve. J'ai été élue, j'ai fait un mandat de 4 ans, je ne me suis pas représentée, je suis revenue 4 ans plus tard. Bon, c'est quoi une pause de 4 ans, là? Il n'y a rien, là. Fait que la personne qui va à la mairie, si elle n'est pas élue, dans 4 ans, qu'elle revienne se présenter comme conseiller si elle ne veut pas refaire une course à la mairie, c'est pas la fin du monde, là. Donc, moi aussi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Merci, Mme Dauphinet. Monsieur Charon. Merci. Bien, je vais appuyer le propos de Mme Godbout quand elle parle d'iniquité, parce que je suis d'accord avec ça. À la FCM, on est sa seule province qui permet des partis politiques. Puis je regarde les discussions qu'il y a autour de table, puis il y a des discussions qui sont au Québec qui n'existent pas ailleurs au Canada. Fait que moi, j'en vois pas les avantages d'un parti politique comme vous le voyez. Vous avez le droit à votre opinion, c'est pas grave. Là. Mais puis, si on fait cette décision-là de façon positive, on va encore donner des points à ceux qui veulent former des partis politiques. Donc, ça encourage même la formation de partis politiques. Puis, tu sais, moi, je n'ai jamais aimé les partis politiques au niveau municipal parce que je peux le comparer avec les autres provinces, mais tu sais, je regarde juste au début de mon mandat, quand on a perdu l'arrondissement de Bromptonville, si on n'avait pas eu un parti politique, on aurait sans doute en cours l'arrondissement de Bromptonville. Merci. 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 Est-ce qu'il y avait d'autres... Parfait. Bien, je pense que, juste pour clarifier, parce qu'on voulait donner une orientation au greffe, d'accord. Madame Boileau? Ça n'a rien à voir avec la présence d'un parti ou pas. Si on a perdu notre arrondissement à Brompton, là, ça, je ne comprends pas du tout ce commentaire-là. Moi, j'avoue que je n'ai pas pris position par rapport à oui ou non un colistier. Je pense que ça peut être important quand on a un candidat qui a eu de l'expérience en tant que conseiller municipal, qui voudrait se présenter à la mairie, de ne pas le perdre, versus un candidat qui n'a jamais mis les pieds à l'hôtel de ville, qui n'a jamais siégé comme conseiller municipal, puis qui déciderait de se présenter à la mairie. Je pense que l'expérience est importante. Puis, je pense qu'un colistier, dans cette optique-là, c'est intéressant. Puis, on parlait de transparence tout à l'heure. En fait, c'est tout à fait transparent. On le dit d'emblée. Si le candidat à la mairie qui est dans un parti n'est pas élu à la mairie, il va prendre le poste de tel district. C'est dès le début de la campagne, c'était déjà dit. Donc, je pense que ça ne peut pas être plus transparent que ça. Après ça, on parle aussi d'iniquité. Ça non plus, je ne suis pas d'accord. Parce que, Madame la mairesse, tantôt, elle l'a dit, mais dans un parti, on a tous les mêmes valeurs. Il y a des dossiers sur lesquels on n'est pas d'accord, puis c'est pour ça que des fois, on a des votes un peu différents. Mais en grande partie, nos valeurs sont semblables. Tandis que quand on est indépendant, on peut avoir des valeurs semblables avec d'autres collègues, mais indépendant, de base, ce n'est pas un travail d'équipe comme dans un parti. Ce n'est pas du tout la même chose. Il n'est pas supposé avoir de caucus, il n'est pas supposé avoir
c'est ça, de travail d'équipe de ce genre-là. Donc, tu ne peux pas dire que tu vas avoir quelqu'un qui va te remplacer, ou si tu es à la mairie, tu gagnes le poste de la mairie, bien, ton colistier va rester à ton poste, puis là, bien, vous devenez un faux parti. Je ne comprends pas ce bout-là non plus. Donc, c'est évident que ça concerne les partis. Puis là, bien, après ça, qu'est-ce qu'on veut faire avec ça? J'en ai vraiment aucune idée. Là. C'est complexe comme idée. Voilà. Parfait, merci. Écoutez, je pense que le dossier, est-ce qu'il était prévu pour revenir au conseil municipal? Non, mais je peux le ramener. Il n'y a pas de recommandation. Je vais mettre une recommandation de mandater le service du greffe pour préparer le règlement, puis vous procéderez à un vote formel le 5 novembre. D'accord. Puis je voulais juste clarifier par rapport à la seule province à avoir des partis politiques municipaux, là, parce que ça vient quand même chercher ma formation en politique. Monsieur Charon, si ça peut vous intéresser, la Colombie-Britannique, le Manitoba et la Nouvelle-Écosse sont 4 provinces canadiennes qui ont des partis politiques municipaux, aussi bien à Vancouver qu'à Winnipeg. Et c'est vrai que dépendamment de la grandeur de la ville et tout ça, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, mais ça fait partie, je pense, quand même de la Charte des droits et des libertés qui disent que les Canadiens et Canadiennes ont le droit d'association là, dans différents groupes, organismes et tout ça. Donc, c'était juste pour un peu comme dire que le Québec ne fait pas exception dans ce cas-là. Monsieur Deneau. Merci, Monsieur le Président. Dans l'ensemble des arguments qu'on a entendus, il me semble qu'on n'a pas souvent entendu le citoyen là-dedans. Tu sais, le citoyen, là, il va voter pour un conseiller ou une conseillère, mais la personne qui va se faire défaire au point de vue politique va faire en sorte qu'elle va relayer ou elle va prendre la place du conseiller ou conseillère que les élus ont voté pour. Est-ce que les citoyens ont voté pour? Est-ce que c'est vraiment ça, la démocratie? Moi, je pense que les Sherbrookois, s'ils votent pour un conseiller ou une conseillère, ils méritent d'avoir celle qui a été chercher le plus de votes et qui ont nommé pour les représenter. Donc, puis je ne rajouterai pas l'ensemble des commentaires que des gens ont dit sur le fossé qui s'agrandit au point de vue outils pour les indépendants dans un conseil avec ce genre de gouvernance. Merci. Monsieur Deneau, ça clôt le dossier. Est-ce que tout le monde avait intervenu dessus? Je vais juste faire un dernier tour de piste pour voir si les premières interventions sont toutes finies. Moi, j'ai levé la main. Ah, madame, c'est parfait. Donc, j'ai Madame Lowe suivie de Madame Robichaud. Mais Madame Robichaud avait déjà parlé? Oui, oui, d'accord. Puis j'avais pour vous aussi. Donc, c'est pour ça que je dis c'est votre deuxième tour de parole, les deux. D'accord. C'est ça. Ça ne sera pas long. Juste pour dire qu'en fait, la proposition aujourd'hui, ce n'est pas d'appliquer nécessairement les principes de colistier. Il faut juste rappeler aussi, c'est d'avoir la possibilité. Parce que justement, même nous, on fait partie d'un parti politique, puis c'est sûr qu'à partir du moment, si on a le droit de faire, c'est sûr qu'il va falloir reprendre les discussions. Même nous, on n'est pas certain que ça serait une bonne idée de le faire ou pas le faire. Mais la proposition aujourd'hui, c'est justement d'avoir la possibilité de le faire, de mettre ça dans un règlement. Ça, c'est le premier point. Puis, dans un deuxième point aussi, c'est sûr que si ça arrive lorsque quelqu'un applique les principes de colistier, ben c'est sûr qu'il y a une transparence, puis les gens qui vont voter, ils vont savoir qu'il existe ça. C'est sûr que la personne qui va se présenter, on va dire, là, on défend le même programme. Il se peut qu'éventuellement, fait que la personne, les gens qui vont voter, ils vont aussi être au courant de ça. Fait que c'est pas tu votes pour une personne puis finalement ça va être une autre personne. Fait qu'il y a aussi des façons de faire qui sont très transparentes là, de ce que j'ai vu dans d'autres villes qui ont déjà appliqué les principes. Mais c'est quand même assez rare de l'appliquer. Tu sais, il y a des villes qui ont ça dans les règlements qui n'ont jamais appliqué. Fait que... Merci, Madame Lowe. Madame Robichaud? Oui, ça va être rapide aussi. Dans le fond, là, le sujet, c'était demander une orientation quant à la possibilité de permettre par règlement la double candidature. Donc, moi, ce que j'entends, là, c'est autant du monde qui sont d'accord puis pas d'accord. Donc, est-ce qu'on est mieux de faire un vote indicatif puis que si, admettons, c'est non ou vote contre, ben le greffe ne travaillera pas inutilement là-dessus, là, parce que c'est un peu ça, dans le fond. Ce qu'on ne veut pas, c'est faire travailler les services inutilement. Donc, si les gens votent majoritairement contre,
ben, il ne travaillera pas là-dessus pour se faire dire compte après, là. Donc, moi, je peux demander le vote indicatif. Mais en fait, Pour éviter les c'est services ça à travailler l'enjeu. inutilement. Tant qu'à prendre une décision, ça serait peut-être mieux alors de le basculer en CM pour qu'on fasse un vrai vote puis que ça suive la loi de la majorité, là. Parce que Le plénier n'est pas une instance décisionnelle. Les décisions doivent se prendre en conseil municipal, mais je peux peut-être juste vous rassurer, Maître Martel, aviez-vous l'intention de travailler là-dessus d'ici au 5 novembre? Ou c'est le 5 novembre? Je vais dupliquer le sommaire décisionnel, puis je vais rajouter une recommandation de mandater le service du greffe pour préparer un règlement. Là, ça va prendre 30 secondes. Donc, vous pouvez être rassuré, Mme Robichaud. OK. D'accord. Il y avait Mme Dauphinet, puis après... Oh, vous passez au tour. D'accord. Oui, Mme Melrose. Merci, M. le Président. En fait, je trouve que le débat qu'on a en ce moment est super intéressant, puis que toutes les positions sont valables, là, que ce soit le principe d'inéquité envers indépendants, que ce soit le principe de on veut conserver l'expérience en place, ou encore le choix pour le citoyen versus sa compréhension de pour qui il va voter, puis pendant la campagne électorale. Moi, je trouve que tout ça, c'est super intéressant, puis c'est valable. Puis honnêtement, j'ai pas fait mon choix encore, mais en écoutant toutes les interventions qui ont été faites autour de la table, je me demande si c'est vraiment pertinent qu'on le ramène en conseil municipal, considérant que on le sait que ça passera pas. Mais c'est une question comme ça. On n'est pas supposé. D'ailleurs, quand on prend un vote indicatif, c'est indicatif. C'est pas un vrai. Tu sais, ça le dit, c'est indicatif. Je veux dire, les gens se sont exprimés, puis on a entendu. Excusez-moi. Je trouve que ce serait de ne pas respecter l'instance qui est le conseil municipal de passer par-dessus. Moi, j'avais une question, Maître Martel. Je vais juste, si vous permettez, finir l'intervention de Mme Belrose, vu que vous étiez déjà en ligne, puis après ça, vous le passez. Est-ce que votre question s'est terminée par une demande? Je me questionnais seulement sur le choix de le faire cheminer, considérant qu'on a entendu les positions, puis que je pense que peut-être Sherbrooke n'est pas encore prête. Peut-être que ça sera dans un prochain mandat. OK. Donc, je prends ça. Oui, bien, en fait, moi, je voulais savoir par rapport à ce que disait Mme Lou, je ne sais pas si on peut juste expliquer comment ça se passe concrètement. Mettons là, qu'on a le règlement autorise les colistiers, il y a des candidats qui se présentent avec des colistiers. Comment ça se passe? Mettons que quelqu'un se présente avec un colistier, la journée où il n'est pas élu. Est-ce que c'est son choix à lui seul? Est-ce qu'on doit avoir l'accord de la personne qui est... comment ça fonctionne concrètement? Est-ce que c'est le parti qui informe le greffe, le président d'élection? Je me demande comment ça s'applique quand ça existe. Je vous avouerai honnêtement qu'il faudrait aller voir comment c'est fait à Québec, Montréal ou à Gatineau. Parce que le règlement dirait que le candidat au poste de maire de la ville de tout parti politique autorisé peut également poser sa candidature conjointement avec un autre candidat du parti qui constitue son colistier à un poste de conseiller de la ville. Donc, comment c'est opérationnalisé au moment suite à l'élection? Moi, de ce que je lis, c'est comme automatique, mais je ne peux pas vous le garantir. Non. Est-ce qu'il y a un choix qui est exercé à ce moment-là par le maire de dire « je renonce à ma position » ou pas? Bonne question. OK. On peut vérifier d'ici le 5 novembre. En tout cas, je ne sais pas si c'est Mme Letarte-Lavoie là, qui le disait ou je ne sais plus c'était qui le disait, mais dans certains... Je pense que il y a eu des villes, je pense que c'est à Québec, où c'était inscrit dans le règlement depuis un certain temps, mais qui s'en sont prévalus seulement récemment, je crois. Fait que j'étais curieuse de savoir comment ça se passait. C'est sûr que le règlement, c'est un peu, puis la loi aussi, c'est un peu. Mais je pense que c'est au moment de poser sa candidature qu'il faut faire le choix. Donc, quand vous allez venir me voir pour poser la candidature, pas vous, là, mais une personne à la mairie qui ferait partie d'un parti puis un conseiller qui serait son colistier, je pense qu'il faudrait qu'il fasse le choix sur le formulaire. Oui, d'avoir un colistier, mais dans le cas où il n'est pas élu à la mairie, je suis pas mal certaine qu'il peut dire « je laisse ma place ». Il faudrait le vérifier, mais le règlement n'irait pas jusque-là. Les règlements de Montréal, Québec puis Gatineau... il faudrait laisser la possibilité à quelqu'un de décider d'y renoncer parce que, tu
on le sait comment c'est à l'intérieur d'un parti politique. Il pourrait y avoir des gens qui disent, ben, nous, on préfère que telle personne reste. On pense que, bon, le maire ou la mairesse, finalement, après la campagne, pas le maire ou la mairesse, le candidat, peut-être que finalement, c'était pas... En fait, c'est sûr qu'il faudrait le prévoir, par exemple, cette possibilité-là. Là. OK. À vérifier. Donc, le temps file. Dernière intervention. Après ça, je pense que le dossier pourrait être traité dans le comité agenda pour voir, genre, comment est-ce qu'il va au conseil municipal ou pas. Donc, c'est ça, suite aux commentaires de la mairesse, on voit que on disait pour le citoyen, là, imaginez-vous, si on lui dit, bon, ben là, c'est votre candidat local pour le poste de conseiller est lié avec la mairie, bien là, finalement, peut-être que si l'autre perd la mairie, il ne voudra pas revenir. Hey! Hein? C'est pour le citoyen, là, ça va être mêlant, puis pour tout le monde, ça va être mêlant. Puis, je pense qu'il faudrait réfléchir aussi. Donc, ça montre vraiment que si on fait partie d'un parti, on est interchangeable. Tu sais, parce que ce que tu votes, c'est tu votes pour le parti, dans le fond. Tu ne votes pas pour le candidat. Puis après ça, on dit oui, mais il n'y a pas de ligne de parti. En tout cas, moi, je vous inviterais à réfléchir là-dessus. Là. Parfait. Merci, Mme Dauphinet. Donc, ça clôt le débat qui sera renvoyé au comité agenda pour voir si finalement ça chemine au CM ou pas. Ça nous amène au dossier suivant qui est l'approbation. En fait, nous recevons Mme Gravel et M. Alexandre, Maître Roussel-Canuel et M. Simard qui viennent pour le service de l'ingénierie des eaux et des projets majeurs nous parler de l'approbation des modifications proposées au chapitre 2, travaux d'amélioration locale du règlement général numéro 1, suite à la demande de plusieurs élus qui trouvaient que ça demandait plus de précision. Donc, j'aimerais de vous recevoir ici. Nous avions prévu 45 minutes pour le dossier. Est-ce que 15 minutes, c'était suffisant pour couvrir le dossier, étant donné le nombre de demandes qui ont dit qu'ils trouvaient que ça demandait plus d'explications? Maître Roussel-Canuel, Madame... Je cherche le dossier. Pas de problème. Donc... Je commence à stresser. Je ne vais pas vous stresser plus, donc c'est correct, là. Bien, parce qu'il n'est pas là. Ah, bon. Alors, on va aller voir ici. Ça ne sera pas bien long. Il n'est pas sur le bureau. Par contre... Pardon? OK. Donc, la direction générale va pouvoir le partager. Ah, je l'ai trouvé, excusez-moi. C'est bien correct. Excusez-moi, direction générale. Super. Madame Robichaud, est-ce que vous voyez la présentation qui est partagée? Non, pas encore. Donc, il faudra la partager. C'est parfait. Et voilà, je pense que nous sommes prêts. Donc, 15 minutes. Bon, alors, on vous avait lancé ça en pensant que vous n'auriez pas de questions. Et ça n'a pas marché comme ça. Fait qu'on vient vous faire une présentation. Je suis accompagnée de mes collègues qui vont pouvoir répondre à toutes vos questions. Fait que je vais défiler la présentation, puis au fur et à mesure, si vous avez des questions, ne vous gênez pas. On a essayé de la faire le plus transparent, le plus clair possible, parce que c'est quand même un gros projet sur lequel on a travaillé pendant plusieurs mois. Alors, on a revu le règlement. Puis pourquoi on a revu le règlement? Pour plusieurs raisons. Le premier, c'est que, souvenez-vous, on a revu le règlement 1204, qui est rendu le 1204-5. Il fallait attacher les deux règlements ensemble. On fait toujours ça d'habitude, donc on se devait de le faire. On se devait de le faire aussi par souci d'équité sur l'ensemble du territoire. Pour s'harmoniser aussi avec nos politiques actuelles de développement à l'intérieur du périmètre urbain et à l'extérieur du périmètre urbain. On va en parler un petit peu plus loin. Pour contrôler la charge de travail demandée aux équipes, vous allez comprendre aussi pourquoi je vous dis ça un petit peu plus loin, et clarifier le processus. Bon, donc, la mise en contexte, présenter les modifications qu'on souhaite apporter aux articles du règlement municipal qui visent les demandes d'amélioration locale. Alors, je vous rappelle, c'est quoi une demande d'amélioration? Oui. Ah, excusez-moi. Les questions pour la fin, non, allez-y. C'est pas moi qui donne le droit de parole, c'est monsieur. Fait que je suis en train de replacer mon collègue. Non? Ah, bon. Petite farce. Une demande d'amélioration locale, c'est toute demande d'un citoyen pour un prolongement de service sur une rue existante, que la rue soit en pavage ou en gravier. C'est une demande qui vient d'un groupe de citoyens.
Normalement, on devrait avoir, actuellement dans le règlement actuel, c'est 50 de citoyens du tronçon qui est ciblé par la demande d'amélioration locale qui doivent être pour déclencher le travail des équipes. Ça ne vise pas les projets d'ouverture de rue parce que je viens de vous expliquer que c'est sur une rue qui est existante. C'est pour actualiser nos pratiques en vigueur depuis plusieurs années, donc confrontation, règlement, qualité, réalité. On a eu des cas concrets dernièrement avec l'ancien conseil, la rue du Magard, le boulevard Bourque aussi qu'on a eu avec vous là, concernant le projet de Tesla et celui aussi du chemin Saint-Roch Sud là, avec M. Roy là, et son terrain qui n'avait pas de service qui passait en avant de lui. Donc, c'est des cas concrets qui nous amènent à vouloir revoir le règlement pour nous donner un petit peu plus de souplesse, mais de nous assurer d'une équité sur l'ensemble du territoire. Donc, on vous a résumé les 6 gros changements. Il y a plein d'autres petits changements, mais qui ne sont pas des changements majeurs. Ceux qu'on vous a résumés ici, c'est les 6 changements d'importance qui changent vraiment un peu l'orientation du règlement. Bon, le premier grand changement, c'est la limitation des travaux admissibles. Donc, je vous l'ai dit un petit peu d'entrée de jeu, une demande d'amélioration locale, ça vise essentiellement les travaux d'aqueduc et d'égouts et le pavage de rue. Donc, on a une rue qui est pavée, par exemple, qui n'a pas d'aqueduc et d'égouts. Les citoyens se regroupent, on obtient 50 de signatures sur le tronçon de rue visée. Les gens veulent l'ajout d'un aqueduc ou d'un égout, toujours à l'intérieur du périmètre urbain, évidemment. On va le voir un petit peu plus loin. Même chose pour le pavage. J'ai une rue gravelée, puis je voudrais avoir une rue pavée. Donc, je fais une demande d'amélioration locale. Sont exclus d'une demande d'amélioration locale si je veux un trottoir. Sur ma rue, ce n'est pas une demande d'amélioration locale. Ça passe via la grille de priorisation des trottoirs. Si je veux une bande médiane au centre de la rue, par exemple sur Portland, je veux des bordures de béton, je veux un sentier multifonctionnel, voie cyclable, canalisation de fossés. On vous a mis une petite note dans le bas. Là, les canalisations de fossés étaient interdites, complètement interdites à l'extérieur du périmètre urbain. Ils sont maintenant aussi interdits là où il y a des fossés à l'intérieur du périmètre urbain. C'est aussi interdit. Monsieur le Président, je peux-tu, parce qu'elle avait dit de les poser au fur et à mesure, sur des pèlerins, il y a quelques années, ils ont canalisé les fossés. Ça se pourrait plus se faire? On canalise les... En fait, ce qui n'est pas permis de faire, c'est, mettons, vous êtes propriétaire d'un terrain, vous avez un fossé en avant de chez vous, vous faites une demande à la ville, si c'est à l'intérieur du périmètre urbain, évidemment, parce qu'à l'extérieur, c'est interdit. Mais si vous êtes à l'intérieur du périmètre urbain, ce qui n'est pas permis, c'est vous seul de canaliser le fossé en avant de chez vous. Par contre, vous pouvez vous regrouper avec les citoyens, puis tout le monde est tanné d'avoir des fossés en avant de chez eux, toujours à l'intérieur du périmètre urbain. On a le 50 de signature dans le règlement actuel, mais dans le futur, c'est 60 qu'on demande. Et là, on va construire un égout pluvial sur la rue. Donc, on va fermer les fossés. À ce moment-là, ça, c'est possible. OK. Fait qu'égout, ça comprend pluvial et les exactement. Eaux grises. Là. Okay. Égout sanitaire combiné pluvial. Merci. Président? Ben, c'est ça, juste une minute. Moi, j'avais comme... pour des raisons d'efficacité, on mettait les questions à la fin, mais si je comprends bien, il n'y a pas de problème à ce que ce soit comme pendant la présentation? Bien, en fait, c'est qu'on passe les 6 changements. Donc, à la fin de chacun des changements, vous pourriez poser vos questions. OK. Parce que si on les regroupe à la fin, ça risque d'être un peu complexe. D'accord. J'avais une main levée de ce côté-là. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce que vous avez fini la première section? Ou... Oui. OK. Ben, en fait, par rapport au... Votre micro, s'il vous plaît, madame. Voilà. J'ai de la misère avec ce micro-là. Donc, vous m'entendez mieux? C'est bon? Non. Plus proche encore? OK. Je sais pas, quand vous faites une amélioration, quand vous faites une rue comme ça, en fait, c'est écrit. En fait, c'est parce que c'est écrit un peu plus loin, mais ça recoupe plusieurs choses. Mais c'est parce qu'à un moment donné, vous écrivez cette expression est modifiée pour tenir compte des travaux admissibles à une requête. Dans le fond, vous dites que quand on va faire une rue comme ça, on va la faire au minimum. Puis après ça, ce sera aux gens de faire des requêtes pour pouvoir avoir une piste cyclable, pour avoir un trottoir, pour avoir des améliorations de ce genre-là. Puis, dans le fond, c'est comme de dire, on va faire le minimum, puis on va attendre que les gens se plaignent ou viennent nous voir en arrondissement pour avoir plus de services, alors qu'on est déjà là. Puis déjà, on pourrait mettre
Non, infrastructures? C'est pas ça que ça veut dire. Puis, je ne veux pas vous interrompre, là, mais je veux juste clarifier un peu, puis vous me corrigerez là, si... Alex dit oui, je vais te corriger. Ce qui déclenche une demande d'amélioration locale, c'est que l'aqueduc, l'égout ou une demande de pavage. Par contre, la journée qu'on va dire que toutes les conditions sont rencontrées, on a le 60 %, les citoyens sont prêts à payer, on retourne, parce qu'on retourne les voir 3 fois, là, vous connaissez le processus. Oui. Bon, puis on arrive à la fin, puis ils sont d'accord. En fait, tout le long du processus, nous, on se questionne, mais est-ce que ça vaut la peine de rajouter maintenant des bordures ou de rajouter une piste cyclable ou un trottoir? Mais ça ne sera pas payé via la demande d'amélioration locale. On va en profiter pour le faire. OK, parce que c'est écrit vraiment admissible à une requête. Donc, il faut faire une requête pour pouvoir avoir ces choses-là. Si ça ne s'applique pas à ce moment-là, oui. Mais si on a déjà une tonne de requêtes de reçus, ben on va l'appliquer. Parce que, tu sais, je pense... si c'est une rue cul-de-sac, on s'entend qu'on ne veut pas mettre trop de choses, on ne mettra pas de trottoir. Mais si, puis là, je vais donner un gros exemple, la rue Laval, proche de l'autoroute, bon, là, on voit qu'il y a des commerces qui sont en train de s'implanter. Si on décide d'amener l'aqueduc jusque-là, bien là, on décide de ne pas faire de trottoir, même pas une ligne de rive pour protéger les piétons ou parce qu'on va attendre qu'il y ait des requêtes pour ça. C'est ça un peu. Est-ce qu'il y a une gradation? Ou... Mais il faut distinguer, si je peux me permettre, c'est Caroline, corrige-moi si... il faut distinguer, vous pouvez toujours décréter des travaux. Puis vous pouvez, la Ville peut décider dans sa planification d'amener les réseaux à telle place et d'en profiter pour faire d'autres infrastructures, d'autres aménagements supplémentaires. Là, ici, c'est pour le réseau sont déjà là, les infrastructures sont déjà là en partie, c'est-à-dire qu'il y a déjà des maisons, des habitations, mais il n'y a pas de réseau. Ce qu'on vient limité, c'est la demande. Vous ne pourrez pas demander juste pour ajouter juste une piste cyclable, exemple. Non, c'est ce qui est proposé dans le règlement. Réseau d'aqueduc et pavage, si je ne me trompe pas. Dans le cadre de l'étude de cette demande-là, si la Ville avait déjà planifié pour cette rue-là, dans les prochaines années, d'y arriver puis de faire une réflexion et d'ajouter d'autres infrastructures que ce qui est demandé, elle peut toujours le faire. Ça ne la limite pas. Puis on le fera en même temps pour ne pas revenir une deuxième Exactement. fois. OK. C'est bon. On saisirait l'opportunité. Merci, M. Charon. Les conditions financières demeurent la même, par contre. Partage de coûts, ces choses-là, ça oui. C'est pas impacté. En fait, les gens paient pour les services additionnels qui sont implantés. Ils ne payent pas pour les trottoirs? Non, ils ne payent pas pour les trottoirs, effectivement. Ça, c'est la collectivité, les pistes cyclables non plus. De l'exemple à Mme Dauphinet, les fossés. En fait, Mme Dauphinet, elle, ce qu'elle disait, c'est que s'ils veulent fermer le fossé, ça veut dire qu'il faut construire un égout pluvial dans le milieu de la rue. Donc, les gens vont payer pour l'égout pluvial. C'est le principe des travaux permanents. Lorsque vous achetez une maison, vous avez, mettons, juste un aqueduc, vous allez avoir payé juste pour l'aqueduc. On rajoute un service supplémentaire, vous devez payer pour le service supplémentaire. Par contre, les trottoirs ne sont pas à la collectivité. C'est pas une taxe sectorielle, c'est à la collectivité. Monsieur Deneau. Juste clarifier, c'est pas à cause qu'on fait une rue qui va avoir un trottoir. Il y a des critères qui sont très stricts, qui font en sorte que le camion d'asphalte est là, mais le trottoir, il ne vient pas avec. Là. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Monsieur le Président, et ça, est-ce que si on recule Serre-Saint-Élie, on a déjà vécu l'urbanisation, c'est pour essayer d'agencer que justement clarifier qu'est-ce qui est payable par la collectivité, puis aussi le bénéficiaire tiers qui est à proximité. C'est un petit peu ça qu'on va faire. Exactement. C'est un bon exemple. Un bon exemple. Madame Berthold. Bonjour. J'essaie de voir, c'est toujours à l'intérieur du périmètre urbain que tout s'applique là? En fait, vous le savez, là, selon notre... Oui. Effectivement, on ne peut pas rajouter de l'égout de l'aqueduc à l'extérieur du périmètre urbain. Ça reste là. Ça reste là. Ça ne change pas. Il n'y a pas moyen de changer ça. Là. Non. Ça, même si les citoyens payent tout. Là. Non, c'est interdit parce que c'est le ministère des Affaires municipales qui nous interdit ça. C'est un règlement provincial. Ce n'est pas à la Ville de Sherbrooke. Je voulais juste voir s'il y avait... La chose, par contre, où vous allez le voir un petit peu plus loin, c'est au niveau du pavage. Ça nous appartient, le pavage. Donc, puis vous le savez, l'état de nos routes actuellement, là, on veut-tu aller mettre du pavage, même si on a une demande de 60 % des citoyens à l'extérieur du périmètre urbain, bien, on a toujours le loisir, vous allez le voir un petit peu plus loin, nous, comme ville, de dire non, nous, on ne fait pas ça, même si on a une requête de citoyens.
Donc, est-ce que ça fait le tour du premier grand changement de limitation de travaux admissibles? Pour moi, oui. Parfait. Nous passons donc au deuxième grand changement. Territoire assujetti. Alors, on vient un peu avec ce qu'on vient de discuter avec Mme Berthold. Donc, nous limitons les travaux d'amélioration locale à l'intérieur du périmètre urbain et non à l'extérieur du périmètre urbain. Donc, pour l'aqueduc et l'égout, cette exclusion était déjà en place, mais pour le pavage, ça ne l'était pas. Dans le nouveau règlement, on le limite à l'intérieur du périmètre urbain. Donc, une demande d'amélioration locale pour du pavage à l'extérieur du périmètre urbain ne serait pas reçue. Le territoire assujetti se limite seulement au périmètre urbain sur les rues publiques existantes depuis un minimum de 5 ans. Je vous explique, il y a un nouveau développement qui vient de se faire, une nouvelle rue par un promoteur, elle a moins de 5 ans, puis toi, tu viens d'acheter ta maison, puis tu arrives là, puis tu dis, ben moi, je veux tout de suite un égout pluvial, justement, pour fermer les fossés. On va se donner une chance. Là, la rue à 5 ans vient d'être refaite, on va attendre un petit peu. Tous travaux réalisés à l'extérieur du périmètre urbain devront être décrétés par la Ville conformément au budget d'immobilisation. Donc, si on décide, Ville, d'aller faire du pavage à l'extérieur du périmètre urbain, mais ça sera un décret de la Ville et c'est la Ville qui décidera via ses budgets d'immobilisation. C'est mon deuxième grand changement. Parfait. Donc, changement terminé. Question sur ce changement-là? Ça nous permet d'enchaîner avec le troisième grand changement. Cheminement d'une requête et droit de refus. Donc, dans le processus actuellement en place, le CECM est consulté à la fin du processus seulement. Donc, vous connaissez le processus, on reçoit la demande, le service s'enclenche, on fait toutes nos études, nos plans et devis, on va rencontrer le citoyen une fois, 2 fois, on arrive à la fin lorsque tout est entériné, puis là, on vient vous voir. Il n'y a pas d'article précis quant à la possibilité d'un refus du projet par la Ville. On vient vous voir, puis vous ne seriez pas d'accord avec ce que les citoyens demandent. Actuellement, il n'y a pas de façon de faire ou il n'y a pas rien de précis dans le règlement. Le nouvel article a pour but de clarifier le cheminement de la requête. Chaque étape précise les éléments suivants. L'implication du CECM en début de processus. Voulez-vous que le service étudie la demande qu'on vient de recevoir des citoyens? La possibilité pour la Ville de refuser une requête pour des raisons techniques, des raisons financières, parce que souvent, la Ville, on a des montants d'argent financiers à mettre lorsqu'il y a une requête citoyenne, pas souvent, la majorité du temps. Les seuils d'adhésion des bénéficiaires, on l'a uniformisé à 60. Avant, souvenez-vous, c'était 50, 50, 60 dans les 3 étapes. Maintenant, on est rendu à 60 partout pour clarifier le processus. Des frais sont exigibles. Donc, au moment du dépôt de la requête, à l'étape 1, on demande 500 $ et 5 000 $ pour l'analyse préliminaire qui nécessite tout le déclenchement du travail de l'ingénierie, des plans et devis préliminaires, les estimations et les rencontres citoyennes. Et les délais respectés, le cas échéant, sont précisés aussi de la part du service. Je peux me permettre juste une petite précision. Pour ce qui est du refus, le pouvoir est clair que vous avez, même aujourd'hui, le pouvoir de refuser une demande. Mais la modification réglementaire vient le clarifier et c'est plus transparent pour le citoyen qui dépose une requête que ce n'est pas parce qu'il respecte les conditions d'admissibilité que sa requête va être nécessairement autorisée. Donc, ça vient clarifier cette situation-là pour le citoyen et ça vient aussi clarifier cette situation-là pour vous, à quel moment le dossier va vous être présenté pour un refus ou poursuivre. D'accord. Est-ce que vous avez fini ce point-là? Oui. Parfait. Vu que le point est fini, là, alors on passe aux questions. Donc, M. Jean, suivi de Mme Boileau. Monsieur le Président, s'il y a 4 personnes qui font une demande ou s'il y en a 10 sur la rue, c'est-tu 500 $ pareil? Oui. C'est 500 $ pour le dépôt d'une requête. Donc, une demande, c'est 500 puis c'est 5 000 pour le reste. Fait oui. S'ils sont 3 sur la rue, ça va moins bien un peu. Il faut être convaincu. OK. Merci. Madame Boileau. Je me demandais, à partir du moment où on adopte ces changements-là, est-ce que, il me semble que je m'entends l'écho, tous les projets qu'on a en ce moment dans la machine, à partir de quand ils vont ça va s'appliquer à eux? Est-ce que vous avez une étape où, à partir de cette étape-là, OK, ils vont devoir payer le 5 000. Fait que tous ceux qui ont déjà fait leur demande, déposé une demande, sont corrects en ce moment, mais c'est quoi la... Tu réponds. C'est-tu toi qui réponds? Je peux répondre.
ceux qui sont déjà dans le processus, on voulait continuer avec le processus existant. Donc, ce serait vraiment les nouveaux cas où est-ce que les personnes ne sont pas encore au courant du processus, qui n'ont rien entamé. Eux autres, on le mettrait dans cette nouvelle façon de fonctionner-là. OK, donc ceux, par exemple, qu'on n'est pas allé encore rencontrer parce qu'ils ont fait une demande, mais on ne les a pas rencontrés pour leur dire les montants que ça devrait coûter, puis tout ça, eux sont considérés comme... Ils ont déjà déposé leur requête, donc ils seraient dans l'ancien processus. OK, merci. Merci. Madame Robichaud, en plus, c'est ça, je n'avais pas vu votre main pour le deuxième grand changement, fait que vous pouvez faire comme en rafale, deuxième et troisième. Allez-y. En fait, j'avais juste un point pour le deuxième, c'est que, c'est ça, j'ai Mme Gravel, si vous voulez remettre la deuxième diapositive, bien, en fait, ce que je me demandais, là, parce qu'on dit qu'il n'y aura plus aucune requête d'accepter hors périmètre urbain, mais là, je suis obligée de nommer une rue là, en exemple, mais exemple, le secteur des Hautes-Rives où il y a une partie qui est non asphaltée puis qu'il y a une partie qui est comme asphaltée. Puis la partie non asphaltée cause problématique l'hiver pour le gel et tout. Puis il y a déjà eu des discussions. Est-ce qu'on pourrait aller en amélioration locale et tout? Là, il y a des enjeux en lien avec le nombre de personnes, mais ça veut dire qu'il ne serait plus jamais admissible. Ça veut dire que la rue va toujours causer un problème de sécurité parce qu'on ne pourra pas l'asphalter, parce que les citoyens ne pourront pas faire la demande. Non, pas du tout. En fait, le fait qu'une demande d'amélioration locale s'applique seulement à l'intérieur du périmètre urbain n'empêche pas la Ville de décréter des travaux pour un enjeu de sécurité ou d'érosion ou d'entretien important. Donc, la Ville, si c'est le cas dans le secteur de la rue des Hautes-Rives, comme vous dites, pourrait décréter des travaux pour venir paver pour s'assurer de la sécurité des citoyens dans ce secteur-là. OK, parfait. Mais ça ne passerait pas via la demande d'amélioration locale. Donc, ce n'est pas le processus de la demande d'amélioration locale. C'est la Ville qui décrète. Donc, il n'y a pas de rencontre citoyenne à faire. Il n'y a pas de pourcentage de quantité de citoyens assignés pour ça. Là. OK, parfait, merci. Si, et puis on revient au troisième grand changement. Madame Godbout, vous aviez une question concernant le troisième grand changement? Oui. Le 5 000 $, il va venir après que le Conseil ait accepté d'aller de l'avant. Oui. J'imagine, c'est oui. ça. Hein? C'était pas si clair, là, ce bout-là, là, dans l'étape, mais OK. Mais là, ce que vous venez de dire soulève une question. Quand vous dites que quand la Ville décrète des travaux, les gens sont obligés de payer leur part tiers quand même. Oui. Et là, dans le fond, dans le règlement, je ne sais pas, peut-être qu'il est plus loin, là, mais quand on décrète des travaux, les gens payaient 50 % des travaux et non pas 100 %. Parce que là, quand on ne décrète pas, puis c'est une demande, ils payent 100 %. Exact. C'est encore comme ça. Ça va être encore comme ça, mais ce n'est pas juste quand il y a du transport actif, parce que la différence avec les Sœurs Saint-Élie, on décrétait, mais c'est comme il y avait des travaux, qui avaient du transport actif, c'était un peu ça la raison, qu'ils payaient 50 % là, mais là, qu'il y ait du transport actif ou pas, effectivement, ils payent 50 %. Exact. OK. Merci. Donc, nous passons au quatrième grand changement. Ça va bien. Ça va bien. On roule ça. Retrait du projet. Actuellement, il n'y a pas d'article précisant les conditions permettant un retrait du projet, soit par la Ville ou encore par les bénéficiaires. Par principe, nous retournons consulter les bénéficiaires pour valider leur adhésion si les coûts prévus initialement sont plus élevés. Mais ce n'est pas écrit nulle part dans le règlement actuellement qu'on doit retourner les voir, mais on le fait. Plus fréquemment, par la volatilité des prix, c'est difficile d'obtenir une précision des coûts là, actuellement dans le marché. Le nouvel article précise que la Ville ou les bénéficiaires peuvent se retirer à tout moment de chacune des étapes avant la réalisation des travaux si les coûts dépassent ceux estimés à l'étape précédente. Il est proposé dans le procédurier d'informer les parties lorsque l'augmentation des coûts est supérieure à 15 ou à 20 % par rapport à l'estimé précédent. Donc, par exemple, pour bien comprendre, si on vient vous voir puis on vous dit bien, le projet X qu'on vous avait estimé à 1 million est rendu à 1 150 000, vous pourriez, Ville, dire bien, nous, on n'a pas cet argent-là supplémentaire, on se retire du projet puis on refuse d'aller de l'avant avec la suite du projet. Ça pourrait être la même chose du côté des bénéficiaires compte tenu de l'augmentation des coûts. Parfait. Alors, Mme Boileau.
Est-ce qu'on s'ouvre la porte, mettons que des citoyens voudraient payer plus que leurs 50 parce qu'ils tiennent vraiment, ils sont convaincus? En fait, quand c'est une demande d'amélioration locale, ils payent la totalité. OK. Et non le 50 C'est quand c'est un décret de la ville qu'ils paient 50 OK. Merci, Mme Boileau. Mme Laroche. Puis là, j'imagine que cette étape-là intervient après le 5 000 $. Donc, ça fait que le travail qui a été fait a été rémunéré, entre guillemets. Donc, il n'y a pas de perte si on décide de se retirer ou que les bénéficiaires décident de se retirer. Exactement. OK, parfait. Je ne vous cacherai pas que des fois, ça coûte plus cher que 5 000 $ en frais de service, là, mais on a trouvé que c'est un juste milieu pour les citoyens. Parfait, super. Juste pour précision, les frais associés à ça, les citoyens l'ont répartis sur plusieurs années dans leur compte de taxes ou doivent le payer d'un coup? Est-ce que vous avez pensé à cette mécanique-là ou pas encore? En fait, je pense qu'il faut qu'ils le payent d'un coup. C'est comme une demande de permis. Exact. Non, en fait, c'est comme une demande de permis. Oui, c'est exactement le même principe qu'une demande de permis. Donc, ils paient sur le coup pour qu'on déclenche les services pour commencer à analyser ça, c'est le 5 000. Mais c'est le 5 000. tous les frais... Les travaux sont répartis. Répartis. Oui, oui, ils sont répartis. Non, non. OK, parfait. C'est pas donné à tout le monde de payer ça d'un coup. Excellent. Merci. Nous avons donc... Mon collègue veut faire une... Oui, allez-y. Juste une petite précision. Les coûts sont répartis si les travaux sont au-delà de 100 mètres. En deçà de 100 mètres, là, les gens doivent se financer eux-mêmes ou payer ce qu'on dit on front, là, tout de suite. Donc, c'est l'argent. C'est ça. Parfait. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pas une nouveauté. C'est pas une nouveauté. Hein? Non. OK. 5e grand changement? Oui. Les immeubles desservis. Présentement, pour autoriser un branchement au service existant, on exige que la façade de la propriété soit desservie en totalité. Puis, je vais vous nommer des cas, vous allez les reconnaître. Il est difficile de justifier un refus à une demande de citoyen dont les services sont à proximité de la propriété. Prenez le cas de Tesla. Que les services arrivaient directement sur le coin de la propriété que l'organisation avait achetée. Puis on leur disait, bien, vous ne pouvez pas vous brancher parce que les services ne passent pas sur la totalité de votre façade. Même chose pour le dossier de M. Roy sur le chemin Saint-Roch-Sud. Les services arrivaient directement sur le coin de son terrain, puis on lui disait, bien, il faut que tu payes la façade au complet si tu veux pouvoir te raccorder. Puis je peux vous en nommer encore comme ça plusieurs. Cette modification permettra de raccorder les immeubles n'ayant pas les services déployés en totalité sur la façade de l'immeuble. Cependant, les conditions suivantes devront être respectées. Donc, pour les deux dossiers dont je viens de vous parler, on leur a permis de se raccorder en billet. On était venu vous voir, puis on a une résolution de votre part à ce sujet-là. On vous a dit ça n'a pas d'allure qu'ils ne puissent pas se raccorder maintenant, le temps que tous les travaux se fassent, puis tout ça. Donc, on leur a permis de se raccorder en billets. Par contre, on leur a dit la journée que les services vont passer en avant de votre propriété, vous devrez les payer comme tout autre citoyen qui paie sa part. Donc, les conditions sont les suivantes. Les conduites principales sont suffisamment déployées, évidemment, dans la rue, en façade, pour permettre le raccordement. Donc, il faut au moins que ça dépasse un petit bout la propriété parce qu'on ne veut pas aller chercher sur la propriété du voisin. Le bénéficiaire devra acquitter les frais de prolongement des services en façade de sa propriété, malgré qu'il soit déjà raccordé. Parce que ce qu'on ne voulait pas entendre, c'est pour ça que c'est important de le nommer ici, c'est bien, moi, je suis déjà raccordé, je disais, on n'a pas besoin des services en avant de chez nous, fait que je ne te paye pas. Donc, non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je te permets d'aller plus vite, de te raccorder en billet, mais quand je passe, tu payes ta portion de service, comme tous les autres citoyens là, de la ville de Sherbrooke. Pour le 5e, là, il y avait des questions. Madame Boileau, suivie de M. Jacques. Admettons que ma maison est comme ça, puis la tuyauterie, l'aqueduc arrive au coin de ma maison. Moi, je décide que j'accepte cette condition-là. Puis là, je décide de vendre ma maison. Le prochain acheteur, comment il fait pour savoir qu'il y a cette entente-là? En fait, c'est prévu au règlement.
Oui, mais je veux dire, c'est rendu chez le notaire que le notaire va lui dire « OK, tu as ça qui s'en vient, qui te pend au bout du nez. » Présentement, on marche Comment on avec fait? des ententes. Là. On concluait des ententes avec les différents propriétaires. C'est prévu au contrat. Il y avait l'obligation de faire suivre l'obligation au prochain acheteur et le notaire, normalement, réitère la condition au contrat. Là, c'est prévu au contrat. Et puis, c'est de facto, si vous voulez, légalement parlant, lorsque les services passent en avant de chez vous, vous êtes obligé de payer en fonction des coûts puis la répartition choisie par la Ville. Donc, ça ne change pas cet état-là d'esprit, mais ça va être quand même annoncé et C'est juste la mécanique pour informer les futurs propriétaires. Puis, s'il y a 2 propriétaires, 3 propriétaires avant qu'on passe, est-ce que, rendu au 3e, l'information va avoir suivi? C'est juste la mécanique. Je ne sais pas comment faire, mais il faut que ça suive. Là. Allez-y. Ça ne sera pas à la Ville de faire cette mécanique-là. C'est comme Maître Alexandre dit, c'est... Excusez. ça va déjà être au règlement. Fait qu'étant donné que c'est déjà au règlement, c'est applicable à tous, cet article-là. Donc, ce n'est pas une information, ce n'est pas comme une servitude qui doit suivre un acte de propriété, pas du tout. En fait, je vous dirais que c'est au même titre que quand on écrit sur notre document de vente. Quand on vend notre propriété, on dit si on a fini de payer les travaux permanents puis tout ça, bien, qu'on doit dire, bien, j'ai fini de payer ce qui est déjà passé, mais il y en a d'autres à venir. C'est au propriétaire à le dire. Là. Mais c'est réglementaire. Fait que du côté de la Ville, nous, on n'a pas à prendre plus de précautions que ça. Là. Situation aussi qui existe déjà, si les gens avaient 75 du réseau en avant de chez eux qui était raccordé puis qu'il y avait un 25 qui se faisait plus tard, cette situation-là existait aussi là, à ce moment-là. Donc, la Ville, nous autres, on n'aura pas de registre de ça. Mais si les gens appellent puis pour s'informer, bon, on est très ouvert à leur répondre puis on va leur donner leur juste là-dessus. Parfait. Merci. M. Deneau? Dans des vieux secteurs, on voit des branchements entre maisons. Là. Donc, ça s'applique ça aussi. Parce que si on refait la rue en avant de la maison, parce qu'il y a des maisons qu'au lieu de se brancher à la rue, sont branchées chez le voisin. Quand il fait un party, il faut qu'il flush 2-3 fois. On a découvert un très gros la semaine passée. Donc, ça va toucher ces gens-là aussi. Merci. Parfait. Et le dernier, non le moindre, vu qu'il nous reste pas beaucoup de temps. Le grand la changement de définition du... est-ce que il y avait une autre question? Non. Non. Okay. Allons-y pour la définition du mot bénéficiaire qu'on a revu, qui était un peu difficile à comprendre dans l'ancien règlement. Donc, actuellement, et depuis le 2 mai 2016, les situations suivantes sont traitées comme des exceptions au principe général sur les terrains. Là, je n'ai pas de petit tableau pour vous dessiner. Je vais essayer de vous faire ça par des gestes pour que vous compreniez, OK? Sur le principe général des terrains en angle ou transversaux, je vous explique. Terrain en angle, on est au coin de 2 rues. On a des services sur un côté, puis on n'en a pas sur l'autre. Okay? Terrain transversaux, bien, mon terrain fait de rue en rue. Mon terrain passe bord en bord. Il y en a comme sur la rue Vimy, ou il y en a un peu partout, là, mais je donne un exemple. On se comprend. Qu'est-ce que c'est que je t'ai rendu? Le terrain en angle transversaux permettant aux propriétaires riverains d'être exonérés d'une taxe spéciale, considérant que le terrain est déjà longé sur une façade complète par les infrastructures pour lesquelles il a payé, donc il reçoit le service. Lorsque le terrain, ça c'est actuellement, là, okay? Lorsque le terrain bénéficie déjà des services et qu'il n'est pas subdivisible pour former un nouveau lot. Encore là, j'essaie de vous expliquer. Donc, le terrain, mettons qu'il y a, habituellement, c'est 60 par 100, l'argent de terrain. Si on ne peut pas le diviser, on ne peut pas faire 30 pieds par 30 pieds, 30 pieds, bien, on ne peut pas y facturer, il ne peut pas, mettons, lui, vendre une portion de son terrain pour faire d'autres choses dessus. Donc, il n'y a pas de taxe. Lorsqu'on passe les services. Lorsque le terrain est subdivisible, mais que l'opération cadastrale a pour effet de rendre dérogatoire. Donc, j'ai un grand terrain, je pourrais le diviser pour en vendre une partie puis construire un autre bâtiment dessus. Mais si je fais ça, ça va rendre dérogatoire le bâtiment principal au niveau des marges de recul et tout ça. Ça va rendre dérogatoire une remise ou un garage construit avant le 2 mai 2016 sur une fondation de béton ou une dalle de béton.
Ça va rendre dérogatoire une piscine creusée, une piscine hors terre aménagée avant le 2 mai 2016, ou rendre nécessaire le déplacement ou la réalisation des travaux majeurs aux constructions existantes mentionnées A et B. Donc, si on se comprend, j'ai une piscine hors terre qui se déplace facilement. Puis actuellement, si j'ai une piscine hors terre sur la portion de terrain que je pourrais diviser puis vendre le terrain, bien, tu es exonéré des taxes. Fait qu'on a vu des piscines hors terre pousser à un moment donné quand le règlement a passé. Les exemptions ont été ajoutées par le Conseil en 2014 et 2016, suite à des plaintes de citoyens qui ne considèrent pas recevoir un bénéfice suite aux travaux, suite à des recommandations produites par l'Ombudsman à l'époque, à ce moment-là. Il est nécessaire de se repositionner sur la pertinence de ces exemptions-là, puis vous me voyez venir avec mes gros sabots. Les exemptions ne tiennent pas compte du potentiel lucratif pour le propriétaire. Évidemment, quand on a une piscine hors terre, on peut l'enlever puis vendre la portion de terrain. Exonérer un propriétaire du paiement de taxes spéciales sur un terrain subdivisible ne considère pas l'équité entre les propriétaires. Et la Ville a avantage à encourager le développement de ces terrains vacants à l'intérieur de son périmètre urbain. Donc, ce qu'on vous propose. Depuis le 2 mai 2016, les situations suivantes sont dorénavant traitées comme des exceptions au principe général sur les terrains en angle ou transversaux permettant aux propriétaires riverains d'être exonérés des taxes spéciales lorsque le terrain bénéficie déjà des services sur une façade complète et qu'il n'est pas subdivisible. Donc, je suis au coin d'une rue, je suis alimenté par un côté. Quand je viens mettre les services sur l'autre rue, puisque je suis déjà alimenté et que mon terrain ne se subdivise pas sur l'autre rue, je ne paie pas les services. Je suis exonéré. Par contre, lorsque le terrain est subdivisible, je reviens avec mon exemple de piscine hors terre, mais que l'opération cadastrale a pour effet de rendre dérogatoire le bâtiment principal, ça reste tel quel. On ne veut pas un bâtiment principal dérogatoire sur un terrain, mais pour une remise, on s'entend-tu que ce n'est pas si important? Le garage, on le garde par contre. La piscine creusée ou une piscine hors terre, on a tous vu des gens enlever des piscines creusées parce qu'ils n'en voulaient pas et ils ne voulaient pas les entretenir. Même chose pour les piscines hors terre. Donc, on enlève ce principe-là. Tu n'es pas exonéré de taxes. Si tu as une piscine creusée, une piscine hors terre, sur la portion subdivisible de ton terrain, pas sur la portion qui n'est pas subdivisible. De rendre nécessaire le déplacement ou la réalisation des travaux majeurs aux constructions existantes mentionnées en A et B, on a enlevé ce principe-là aussi. Donc, je ne sais pas si c'est clair, mais mes collègues sont là pour m'aider à répondre à vos questions si ça ne l'est pas. Si je peux juste me permettre une précision. Dans le fond, l'objectif de ça, c'est d'éviter qu'un grand terrain qui bénéficie déjà des services, puis qu'il y a d'autres services qui vont venir se mettre sur une rue, ou un coin transversal ou en angle, qui ne paie pas ces services-là pour son terrain, sous l'office qui a déjà les services, mais que 2 ans plus tard, il subdivise son terrain, il vend son terrain, que lui a pris la valeur pour les travaux qui ont eu lieu et il n'y a jamais eu de taxe qui a été payée pour ce terrain-là. Donc, c'est d'éviter ces situations-là pour que le règlement soit équitable et que la taxation soit équitable. Ça, c'est plus délicat, là. Parfait. Merci beaucoup. Alors, dernière ronde de questions. J'ai Mme Dauphinet suivie de Mme Lefebvre. Oui, à ce moment-là, la portion, parce qu'on sait que les travaux vont être répartis selon le frontage de chacun. Quand il y en a un que son frontage est exempté, est-ce que c'est la Ville qui paye cette portion-là? Ce n'est pas divisé à tout le monde, là. C'est la Ville qui le prend. OK. Fait que, vu que c'est la dernière ronde de questions, j'en profite pour vous remercier. C'était super intéressant. Ça nous remet tout ça en tête. Ça nous l'explique bien parce que les citoyens nous posent beaucoup de questions. Ce n'est pas toujours facile de se démêler, mais là, je sais que je pourrais répondre à plus de gens. Donc, merci beaucoup. Merci. Mme Lefebvre. Oui, ben je vais un peu dans le sens de Mme Dauphinet. Effectivement, ça clarifie parce que moi, j'avais le neurone qui chauffait à relire puis à essayer de mettre des virgules dans les phrases comme ça. Donc, c'était compliqué. Mais il y a une chose que vous avez dit tantôt, là, c'est que on peut étaler le paiement à partir du moment où le frontage est seulement à partir de 100 mètres. C'est 100 mètres ou 100 pieds? 100 mètres. En dessous de 100 mètres, il faut payer... Comptant. Mais c'est beaucoup, 100 mètres. Oui. Pas tant. Ben, de frontage. Ben, en fait, il faut comprendre que quand on fait... Ben, tu veux peut-être répondre, mais je vais juste donner une précision, puis Stéphane va compléter. Il faut comprendre que lorsqu'on fait un égout ou un aqueduc, la longueur entre 2 regards, c'est 100 mètres. Donc, c'est un peu comme ça qu'on l'a vu.
Oui, mais il faut tu sais, quand on parle de paiement, c'est quand même la capacité des gens. Là. Puis aussi, 100 mètres, ce n'est pas pour un individu. Souvent, à l'intérieur de 100 mètres, vous allez avoir 3, 4, des fois 5 propriétés. Ah, bien, c'est ça. OK, c'est pas par propriété. Non. OK. Ah, c'est ça que je n'avais pas compris. Parce que je me disais, tabarouette, c'est pas tout le monde qui a 100 mètres déjà, là. OK. Vous me rassurez. Et puis là, je voulais comprendre, parce que là, on dit, bon, un garage construit sur une fondation de béton, ça semble logique. Mais à ce moment-là, c'est quoi la différence avec la piscine creusée? Pourquoi pas tout interdire, finalement? Je ne suis pas en train de dire que c'est ça qu'il faut faire. Là. Je veux juste voir la logique. C'est des discussions qu'on a eues à l'interne aussi. Au garage, on voyait la personne qui fait de la mécanique dans son garage. On a vraiment statué garage. Il fallait absolument qu'il y ait une porte pour pouvoir entrer des véhicules automobiles. Quelqu'un qui fait des réparations, il y a peut-être des fosses de réparation à l'intérieur de ça. Il y a peut-être des monte-charges pour les véhicules. Fait que, bon. Piscine creusée, c'est comme Caroline disait tantôt, c'est que des fois, en Orient-Temps, il y a des propriétaires qui démolissent ça sans trop mettre beaucoup d'argent à l'intérieur de ça. C'est pas comme construire une piscine. Alors ça, c'est beaucoup plus dispendieux, mais démolir une piscine, il n'y a rien là. Fait que c'est dans ce sens-là. Là. On jugeait que le garage, avec tous les équipements un peu que Stéphane vient d'expliquer, était plus important, plus imposant. Au niveau de sa valeur. Oui. OK, d'accord. Au niveau de sa valeur. OK, merci. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait. Donc, le dossier passera ce soir en conseil municipal et donc les pourront se prévaloir de leurs droits pour voir s'ils vont de l'avant avec ou pas. Merci beaucoup. Et le dernier dossier dans ce plénier public, ça sera celui du service de développement de la stratégique du territoire. Donc, nous accueillons Mme Demers, M. Vachon et M. Cabana? Non. Morissette, excusez-moi. C'est ça. Qui viennent donc pour le dossier en orientation, donc initiative de mobilité durable au centre-ville de Sherbrooke. Nous avions prévu 15 minutes au dossier, 5 minutes pour la présentation, puis après ça, on passera à la période de questions. Donc, c'est à vous quand vous êtes prêts. Technique, s'il vous plaît. Donc, on vient vous présenter aujourd'hui quelques mesures pour venir bonifier l'expérience des usagers en transport actif au centre-ville. Bref, offrir des options supplémentaires à ceux qui veulent vraiment fréquenter le centre-ville en transport actif. Donc, je vais laisser Anne-Sophie et Étienne vous présenter le tout. Merci. Donc, un petit dossier très court ce soir pour la mobilité au centre-ville. C'est plus une façon de vous présenter nos nouveaux collègues. Comme Jean-François le disait, les objectifs du projet, c'est vraiment d'offrir des options de mobilité durable au centre-ville avec l'ajout d'infrastructures cyclables à destination et des bornes de recharge. L'objectif principal, c'est de favoriser l'attractivité et la mixité au centre-ville pour tous les types d'usagers. Aussi, on vise à répondre aux besoins des cyclistes, des travailleurs et des commerçants. Donc, ça fait partie des demandes qui nous sont adressées par la communauté. Et finalement, notre ligne de conduite, c'est dans une optique de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc, en ce sens-là, on a 3 initiatives liées à la mobilité durable au centre-ville à vous proposer ce soir. La première est la mise en fonction d'un enclos à vélo sécurisé au quartier général de l'entrepreneuriat. Pour promouvoir, dans le fond, les développements actifs de l'ensemble des usagers des bâtiments, dont les employés du service de développement économique. Ça nous a été proposé dans un sondage qu'on a fait l'année passée, en 2023, à l'ensemble des employés de la ville sur leurs besoins en stationnement à vélo. On vise à avoir 30 nouvelles places, desservir 145 employés et les coûts totaux de la mise en fonction de ce stationnement-là qui sera situé au SS1 stationnement Ouest Sud est de 15 000 $. Désolée, faire la régie en même temps, je l'ai oublié. La deuxième portion de la proposition, l'ajout de support sur rue universel.
Donc, on a une opportunité là, avec l'appel d'offres sur les orodateurs de reconvertir des panonceaux qui visent à numéroter les stationnements qui deviendront désuets. Donc, on propose de les reconvertir en stationnement à vélo simple. Ça fait aussi écho à plusieurs demandes qu'on a des cyclistes qui veulent fréquenter les commerces, les restaurants du centre-ville et avoir leur vélo visible de leur lieu de fréquentation. Donc, actuellement, les supports à vélo simples au centre-ville sont pratiquement inexistants. Donc, on vise à les positionner là, stratégiquement sur la rue King, entre Belvédère et Grande-Fourche, sur la rue Wellington Nord, sur la rue Wellington Sud et sur la rue Meadows et Frontenac. Donc, les coûts totaux de ces reconversions-là sont de 36 000 $. Et je vais passer la parole à mon collègue Étienne Saint-Jean, qui est dans notre équipe depuis le mois de juillet. Bonsoir tout le monde, c'est aussi mon baptême de feu comme Jean-François. Donc, je pense que je suis assez proche. La dernière mesure qu'on propose pour améliorer la mobilité durable au centre-ville, c'est l'ajout de bornes de recharge rapide à courant continu, les fameuses BRCC. Cette mesure-là vise à positionner le centre-ville comme un hub de recharge pour les véhicules électriques, ce qui va ainsi attirer davantage de visiteurs prêts à passer plus de temps et dépenser de l'argent sur place au centre-ville. Ça permettrait aussi de diversifier et de moderniser l'offre de recharge au centre-ville, puisqu'à ce jour, on compte seulement des bornes de niveau 2. Et par le fait même, par la bande, ça va représenter un bénéfice pour les résidents qui n'ont pas de borne à domicile, pour les taxis électriques, pour les véhicules de livraison et pour les citoyens où, durant l'hiver, la recharge rapide est plutôt importante. Il faut toutefois préciser que l'implantation de cette mesure-là aura un impact économique lié aux tarifs à l'horodateur ainsi qu'aux vignettes. Donc, voilà. Les prochaines étapes, à l'automne 2024, là, on vise à coordonner les mesures avec les services concernés pour la mise en place des initiatives qu'on vous propose. Et au printemps 2025, la mise en place des supports à vélo et la mise en place aussi d'une stratégie de communication là, pour ces nouveaux services-là au centre-ville. Donc, le libellé de la recommandation là, de ce soir, c'est d'approuver la mise en place d'un enclos à vélo sécurisé et l'ajout de supports à vélo au centre-ville de Sherbrooke, à même le budget d'immobilisation du service de développement stratégique du territoire, et de mandater la section mobilité durable et intégrée en collaboration avec Hydro-Sherbrooke et le service de développement économique pour travailler avec Circuit électrique afin de soumettre des propositions d'emplacement pour l'ajout de 4 à 6 bornes de recharge de niveau 3 dans les stationnements suivants: la Grenouillère, le marché de la gare et Wellington Sud, niveau SSE. Merci. Alors, j'ai M. Deneau, suivi de Mme Boileau. Merci, M. le Président. Merci de la présentation. Dans les choix, comme le QG, entre autres, moi, je me questionne, est-ce que c'est le plus gros générateur de déplacement possible si on aurait à choisir par ce critère-là? Parce que là, on semble favoriser les employés de la ville indirectement, là, mais sur le territoire de Sherbrooke, on doit faire un recensement des plus gros générateurs de déplacement ou qui auraient besoin de ce genre d'installation. Ce serait fun de penser à la population générale aussi. Les vélos sur rue, le format qu'il y a là, c'est beaucoup identifié à des vélos traditionnels. Il n'y aura pas de mixité qu'on pourrait faire quelques supports à vélo pour des vélos électriques, parce que moi, je me trompe, ce n'est pas trop sexy pour un vélo électrique, ce genre de dire on va en faire moins, puis supposons qu'on dit 25% des vélos, si on veut des vélos électriques, on pourrait avoir une mixité à même hauteur, qui serait intéressant aussi. M. Vachon, vous venez d'une autre ville. Moi, je suis convaincu que ce genre de programme-là, ou ces immobilisations-là, c'est sûrement subventionnable par des programmes. On parle de 50 000 $, ou Sophie. Est-ce que ce projet-là, on va être capable de le subventionner pour en faire plus avec le même argent? Pour répondre à la première partie de votre question, non, on ne s'est pas basé sur les plus grands générateurs de déplacement. Ce qu'on a fait, en fait, c'est de faire des sondages dans les lieux de travail pour connaître le nombre de cyclistes qui avaient des besoins en stationnement sécurisé sur les lieux au centre-ville et dans les autres bâtiments de la ville. Donc, la demande la plus forte l'a emporté sur notre plan de priorisation, mais on vise à avoir successivement là, des infrastructures qui vont se présenter dans l'ensemble des lieux de travail. Donc, le centre-ville faisait partie là, de la priorité 1.
On vous reviendra avec l'ensemble des besoins plus tard. Fait que ça a été fait sur la base d'un sondage. Au niveau des supports à vélo, donc aussi, il y aura une deuxième phase là, par rapport à ça, puisque les gens qui ont des vélos électriques souhaitent vraiment avoir des abris à vélo sécurisés. Donc, on a un en ce moment, Vélo Transit, là, sur la rue Mido, et on souhaite aussi là, développer ces infrastructures-là dans les prochaines années, mais les panonceaux là, simples là, sur la rue, puis Étienne pourra me corriger si je me trompe, là, sont tout à fait indiqués au niveau de la visibilité pour les stationnements électriques, mais les gens préfèrent vraiment là, les barrer. Et finalement, pour la subvention, on a fait des demandes de subvention, effectivement, pour les infrastructures de support à vélo. Donc, on a fait des demandes pour le Fonds pour le dommage à l'environnement et on continuera d'en faire quand les programmes de subvention se libèrent. Mais pour l'instant, le seul auquel on était éligible, on a fait la demande et malheureusement, on n'a pas été sélectionné. Peut-être en complément. Merci. Justement. Parce que là, on... Oui, très vite. Mais juste vous donner un heads-up, peut-être à regarder en bordure de la rivière Magog, c'est là qui circule le plus de gens en vélo. Là. Il y a sûrement des endroits stratégiques pour implanter ce genre d'abri-là. C'est tout. Merci. Alors, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 autres interventions. Madame Boileau. Faire ça très rapide. Belle présentation. C'est vraiment un sujet super intéressant. J'aime beaucoup le modèle pour le support à vélo. Je trouve que ça fait une espèce de signature pour la ville de Sherbrooke. Mais mon questionnement, c'est est-ce que, dans le fond, il y a 2 vélos par support qui vont pouvoir être attachés? Est-ce qu'il va y en avoir suffisamment? Parce qu'on sait qu'il y a de plus en plus de vélos, de plus en plus de cyclistes, puis on veut développer ça. Donc, je me demandais, est-ce que... Bon, ça, c'était ma première question. Je vais aller rapide d'abord. Les statistiques d'utilisation des bornes électriques, super intéressant de voir ça. On sait qu'à Brompton, on vient juste d'en installer quelques-unes des bornes. Je vois qu'elles sont quand même bien occupées aussi, puis je l'ai vu dans les statistiques, fait que j'étais contente de voir ça. Puis ce qui est intéressant de voir aussi avec les bornes, c'est de voir leur utilisation. Puis là, je faisais un parallèle avec nos supports à vélo, pour voir le nombre de cyclistes qu'on a. Mais bon, c'était juste une idée comme ça. Puis au centre-ville, il y a des stationnements avec bornes où le stationnement est gratuit, puis je fais juste payer mon électricité. Puis il y a d'autres stationnements où je dois payer le stationnement et les bornes. Est-ce qu'il pourrait y avoir une espèce d'homogénéité de ce côté-là? On paye juste l'électricité, mettons. Je lance l'idée. Voilà. Merci. Pour la première question, on va voir, dans le fond, le taux d'utilisation, mais là, avec la proposition qu'on fait ce soir, on vient de créer 220 espaces de stationnement pour vélos de plus qu'en ce moment. Là. Donc, on pourra poursuivre, là, dans le fond, avec d'autres propositions à l'usage, voir si les gens les utilisent. Pour les bornes de recharge électriques, au niveau de l'uniformisation des vignettes de stationnement, je n'ai pas la réponse, mais je prends la question. Merci. Madame Robichaud, en ligne. Oui, merci. Dans le fond, je me demandais, là, l'enclos à vélo sécurisé, ça prend combien d'espace de stationnement, sachant que plus bas dans le texte, vous avez mentionné là, que c'était des revenus de 1 500 $ par année de revenus, une case de stationnement. Donc, combien d'espace de stationnement là, que vous prenez pour l'enclos à vélo? Et est-ce que les gens vont devoir payer une genre de vignette d'utilisation, des trucs comme ça, pour utiliser l'enclos à vélo? Puis, j'aimerais savoir, tu sais, les gens ont dit qu'ils aimeraient ça, mais est-ce qu'il y en a qui amènent déjà leur vélo dans leur bureau actuellement? Parce que je sais que, exemple, à l'hôtel de ville, il y a un rangement de vélos barré en dessous des marches d'escalier, mais il y a quand même des gens qui montent leur vélo dans leur bureau. Donc, si c'est pour faire la même chose, puis que les gens le montent en haut, ben, tu sais, ils vont peut-être continuer à amener leur vélo dans leur bureau, les gens, là, ou dans leur appartement pour ceux qui sont dans les logements au-dessus, là. Fait que je m'interroge un peu sur la pertinence, vraiment, là. Bien, en fait, non, l'enclos à vélo sécurisé là, qui sera mis en place au QG ne prend pas d'espace de stationnement. C'est déjà un endroit qui est libéré pour les vélos. Ça fait vraiment... c'est en réponse aux demandes, en fait, des gens qui viennent à vélo qui souhaitent sécuriser leur vélo puisque c'est dans un petit coin là, du stationnement. Donc,
ça prend pas de case de stationnement. Le système de gestion est très simple, là, puis on a la même chose à la Hooper. C'est une petite, ça va avec notre puce pour rentrer dans le bâtiment. Donc, pour débarrer l'enclos à vélo, il faut être un employé de la ville ou un usager du QG. Et ça sera géré là, directement là, par les bâtiments là, du quartier général au niveau de l'octroi des vignettes. Mais il n'y a pas de prix, il n'y a pas de coût associé à ça. Parfait, merci. Madame Laroche. Oui, vraiment, très, très brièvement. Là, moi, j'ai été très contente de voir ça parce que, étant cycliste moi-même, quand je visite le centre-ville, je vous le dis, moi, je m'attache toujours à un poteau de téléphone, à un lampadaire d'éclairage. Il manque sincèrement d'espace pour les cyclistes. Cet été, on l'a vu avec l'attrait aussi de la rue, avec l'animation, la rue piétonne. Ça amène beaucoup d'affluence. On voit des vélos, là, barrés un peu partout sur des endroits vraiment insolites. Je pense que ça va vraiment aider, puis ça va vraiment inciter aussi à ce que ça soit plus agréable à venir à vélo. Alors moi, vraiment très contente. Borne de recharge électrique aussi, je pense que ça va aussi favoriser une destination au centre-ville. On veut que les gens viennent, qu'ils s'installent, puis qu'ils en profitent pendant l'heure ou l'heure et demie où ça se recharge pour venir visiter nos commerces. Alors moi, j'étais très contente de voir ça. Je pense qu'un centre-ville où on stimule la mobilité durable, ça ne peut qu'être de plus en plus vivant. Madame Godbout? Oui, je fais du pouce. Effectivement, on le voit qu'il y a des vélos un peu partout. Ça fait un peu bordélique, fait que ça va structurer clairement l'offre, parce que ça faisait un peu particulier là, quand le décor est beau et qu'on voit ça un peu tout dépareillé. Maintenant, moi, ma question que j'avais posée dans le CSP, j'ai pas réponse. Là. On avait prévu dans la planification de la Wellington Sud d'avoir un pôle multimodal où la mobilité durable était intégrée. Puis, ça fait longtemps. En fait, on n'a jamais vraiment reparlé de ce projet-là, mais il y avait là un espace pour ce qui était prévu pour les vélos, pour de l'autopartage. Puis là, je pense que l'électrique aussi irait aussi bien dans cette dynamique-là. Fait que là, j'ai juste l'impression qu'on... Tu sais, c'est pas que c'était des mauvaises idées, là, mais on dirait qu'on perd là, la vision qu'on avait initialement ou on la met de côté. Tu sais, il faudrait prioriser, là, savoir exactement comment qu'on s'enligne. Puis là, on a quelque chose un peu à la pièce. C'était ça ma préoccupation. Là. C'est quand même un beau projet. Moi, je trouvais que c'était visionnaire d'avoir dans un ensemble là, l'ensemble des transports. Il y a un bout de réponse de la direction générale, Mme Anger? Oui, je pourrais peut-être répondre par rapport au pôle multimodal. Le projet est toujours en cours. Par contre, on doit quand même l'intégrer et le revoir possiblement à l'intérieur du BSTM parce que selon les scénarios qui seront déposés, le pôle sera assurément affecté. Par conséquent, ce n'est pas un projet qui a été abandonné ou qu'il n'y a pas de vision complète. C'est qu'on va s'assurer justement d'avoir une vision globale avec les futurs projets qui s'en viennent. Mais là, on ne se dédouble pas par rapport au vélo. Ouais, c'est parce que j'ai la misère à le voir. Là, on demande de prendre une décision, mais je ne le vois pas. J'ai l'impression qu'on se dédouble. Mais de mon point de vue, mais effectivement, ça peut être une perception que vous pouvez avoir, mais des supports à vélo, quelques bornes électriques et des panonceaux, je ne pense pas que ça va avoir un impact sur un projet d'aussi grande envergure. L'idée également, c'est d'être capable d'intervenir rapidement. Donc ça, c'est des mesures légères. On a une opportunité avec la modification des panonceaux, justement, de venir intégrer puis de distribuer aussi, là, de répartir ces stationnements à vélo-là. Donc ça, c'est une belle opportunité qui se présente. Puis ça va juste venir bonifier. Puis éventuellement, quand on sera plus structuré dans la vision en lien avec les pôles, les hubs de mobilité, bien là, ça va juste venir bonifier. Puis si en plus, on génère cet intérêt-là pour les usagers de venir au centre-ville, bien d'avoir des équipements supplémentaires dans le futur, ça va juste venir bonifier l'expérience encore. Donc, on pense que c'est un début, mais il va y avoir d'autres choses qui vont venir après, dont les hubs de mobilité. Parfait. Deux dernières interventions, Mme Lefebvre, suivie de Mme Letarte-Lavoie. Mme Lefebvre. Oui, merci beaucoup. J'avais... en fait, une question, mais qui est devenue un commentaire parce que vous aviez répondu entre-temps. Justement, je me demandais les stationnements pour vélo au QG. Dans ma lecture, je ne pensais pas que c'était uniquement pour les employés.
Donc là, mais vous l'avez dit que c'était uniquement pour les employés. Donc là, moi, j'ai quand même un petit malaise parce qu'il y a quand même des gens au centre-ville qui vont sur la Wellington Sud et qui aimeraient aussi bénéficier de ça. Donc, est-ce qu'on peut avoir une portion juste pour les employés, une portion pour les citoyens? Parce que je sais qu'il y a un abri qui a été prévu, mais qui est à l'extérieur du stationnement étagé. Puis, il y a plusieurs personnes qui m'ont parlé puis qui ont dit que c'était un peu ordinaire que ce soit à l'extérieur. Donc, est-ce qu'il y a moyen de trouver un compromis là ou de regarder à ça? Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième, en fait, je vais aller dans le sens inverse de Mme Boileau, étant propriétaire d'une voiture électrique aussi. Il y a certains endroits où effectivement on paye juste l'électricité, d'autres où on paye l'électricité et le stationnement. Tu sais, quand tu as besoin d'électricité, tu payerais le stationnement anyway, donc c'est normal. Tu payes pour un service. Moi, je trouve que c'est normal de payer les deux. Donc, parce que là, on dit qu'on perd 1 500 $ par case du fait de ne pas avoir les revenus du stationnement. Mais d'un autre côté, on ne nous disait pas non plus, parce qu'on disait, oui, ça va améliorer, on va faire plus de ventes avec Hydro-Sherbrooke, mais on ne sait pas combien par case, du coup. Donc, je ne sais pas si ça s'équivaut, mais moi, je serais à l'aise qu'on fasse payer et le stationnement et l'électricité. Puis, comme je vous dis, je suis moi-même une usagère, puis je trouve ça normal. Merci. Le mot de la fin, Mme Le Tartelavoie? C'est parce que j'attends des réponses. Ah, je pensais que ça semblait comme un commentaire, désolé. Donc, allez-y, Mme Demers, pour la réponse. Pour la première question, oui, effectivement, c'est juste pour les employés du QG, dû au système de gestion là, des clés là, et des puces que je vous ai expliquées. Là, pour une question de sécurité, un abri à vélo sécurisé, il faut que ça soit quand même limité au niveau de l'usage. Cependant, c'est une première phase. Là, on est conscient qu'il y a besoin de plus d'abris à vélo sécurisés au centre-ville pour plusieurs types de clientèle. Donc, c'est une première initiative qu'on vous propose ce soir. Au niveau des bornes de recharge, là, la question, c'était sur l'uniformité de la tarification. Ce n'est pas la même chose partout sur les cases de recharge au centre-ville, mais juste pour préciser, dans le fond, au niveau des bornes de recharge de type 3, c'est à coût nul pour la ville. Dans le fond, c'est Circuit électrique qui paye l'acquisition des bornes, mais c'est eux qui gardent les revenus générés par les bornes. Donc, il faudra voir au niveau des revenus pour les stationnements, mais pour l'instant, on a estimé des pertes de revenus de stationnement, dépendamment entre 4 et 6 bornes qu'on installerait au centre-ville. Mais pourquoi on ne fait pas payer le stationnement en même temps? Vous nous reviendrez avec ça. Merci. Mme Le Tartelavoie. Oui, merci pour la présentation. Excellente nouvelle. Vraiment contente qu'on arrive avec ces mesures-là. Effectivement, c'était un grand besoin au centre-ville. Plusieurs personnes m'interpellaient pour me demander où est-ce qu'on met nos vélos au centre-ville, puis on veut que les gens viennent au centre-ville de différentes façons. Donc, effectivement, c'est une très bonne nouvelle. Donc, 220 nouvelles places stationnement vélo. Un des avantages de se promener en vélo, c'est de pouvoir faire du porte-à-porte. Donc, c'est ça aussi d'avoir des supports qui sont étendus partout sur les différentes rues du centre-ville, puis de pouvoir mettre son vélo devant le commerce où tu t'en vas, au restaurant. C'est quelque chose qui est intéressant. Donc, en lien avec le pôle multimodal, c'est que ça serait à un endroit précis, alors que ce qu'on veut, c'est pouvoir se stationner à plusieurs endroits, puis directement où tu t'en vas comme utilisateur. Donc, moi, je trouve que c'est tout à fait dans la vision qu'il faut avoir, puis comme dans les besoins aussi des gens qui se déplacent à vélo. Pour les bornes de recharge électrique, je pense que c'est aussi vraiment une belle idée parce que les gens qui sont de passage sur l'autoroute, plutôt que ce soit seulement justement sur le bord de l'autoroute puis qui attendent que leur auto soit chargée, ils vont rentrer dans la ville, ils vont venir voir Sherbrooke, s'arrêter, puis c'est ça, ils vont venir nous voir à l'hôtel de ville, venir poser des questions, puis pouvoir se promener sa well. Fait que je trouve que ça aussi, c'est bien d'avoir pensé aussi à ça, d'avoir des endroits qui permettent d'attirer les gens dans notre centre-ville. Donc, très beau dossier. Merci, on est vraiment contents. Merci beaucoup, Mme Demers. Donc, et à toute l'équipe aussi, bien entendu. Excusez-moi, M. Morissette et M. Vachon. Donc, plaisir de vous revoir. Non? Ah, OK. Bon. C'est bien cela.
Oui, c'est ça, j'avais Alexandre Vachon, mais finalement non. Donc, en tout cas, merci à toute l'équipe. Au plaisir de ne plus vous mal nommer. Donc, on se revoit à un prochain dossier. Ça met fin à notre plénier public. Donc, nous prenons 25 minutes pour manger. Nous revenons à 7h pile. On veut poser des questions, mais il faut être à l'heure. On revient à 7h juste pour le conseil municipal et on vous dit à tantôt.